Hello, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just Tuned. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent. Je ne reçois pas d'artistes ni de professionnels qui exercent dans l'industrie musicale, puisque je reçois Laura Besson, fondatrice de Bien dans ta boîte. Laura est coach pour entrepreneurs spécialisée en psychologie positive. Laura et moi échangeons sur la créativité, sur le stress, sur la peur de se lancer, la peur de l'échec. Les questions que je pose à Laura sont celles que j'ai reçues en commentaire, celles que j'ai reçues par mail ou encore celles que je rencontre au quotidien avec différents artistes et différents professionnels et entrepreneurs de l'industrie musicale. J'espère que cet épisode vous fera du bien, vous permettra d'avancer dans vos projets respectifs et pourra peut-être aussi répondre à vos questions que vous ne m'avez pas posées mais qui sont peut-être quelque part dans cet épisode. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Laura! Salut Justine. Merci beaucoup d'être avec moi dans le podcast aujourd'hui pour cet épisode un peu différent de ce que je propose d'habitude. Eh bien, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Oui, déjà merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Laura, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte, où j'accompagne les entrepreneurs dans leur bien-être au travail. Donc avec une partie site web, qui est une partie importante de Bien dans ta boîte, puisque ça fait partie de l'accompagnement, site, articles de blog, podcast, etc. Et évidemment la partie des accompagnements. Donc moi de métier, je suis praticienne en psychologie positive, professeure de yoga. Et voilà, donc il y a ces deux aspects-là pour accompagner ces entrepreneurs pour tous les budgets, tous les niveaux, les futurs entrepreneurs et les entrepreneurs dans leur bien-être au travail. Top, hyper clair. Alors, c'est vrai que peut-être les auditeurs qui sont en train de nous écouter se demandent mais pourquoi Justine fait un épisode aujourd'hui avec une nana qui a fondé Bien dans ta boîte? Tout simplement parce que en tant qu'artiste ou en tant que professionnel de la musique, vous avez une dimension un peu entrepreneuriale ou en tout cas quelque chose que vous êtes en train de créer. Et les problématiques que artistes professionnels ou entrepreneurs peuvent rencontrer sont un peu les mêmes ou en tout cas quelquefois communes. J'ai eu une série de questions que j'ai eu en retour par rapport aux différents accompagnements que moi j'ai eu de mon côté, de mon entourage et des épisodes précédents. Et donc du coup, j'ai listé ces questions à Laura et on va répondre à tout ça ensemble. Go! Avec plaisir. Alors, la première question qui est revenue assez souvent, ça a été: comment est-ce qu'on peut prendre soin de sa créativité? Oui, alors celle-ci, j'attendais un peu forcément dans l'environnement artistique. C'est vraiment un très, très vaste sujet, la créativité, parce qu'on peut l'aborder de différents points de vue, comme des fois une émotion, comme une compétence, comme un trait de caractère, comme un trait de personnalité. Bon. Pour moi, il y a 3 points majeurs sur lesquels travailler. Le premier, paradoxalement, c'est de se reposer. Mmh. Parce que un cerveau aussi au repos, un cerveau qui respire, c'est aussi un cerveau qui a de la place pour trouver d'autres idées. Et je pense que tous les créatifs de près ou de loin se reconnaîtront là-dedans, hein, qu'on soit artiste ou entrepreneur ou n'importe quoi. Quand on est tout le temps dans le boulot, tout le temps en train de créer, tout le temps en train de penser, il y a un moment où on a moins de place Mmh. à l'innovation, à trouver des idées nouvelles. Donc déjà, laisser aussi un peu son cerveau tranquille et au repos. Des fois, c'est dans l'ennui d'ailleurs qu'on se dit: «Oh putain, mais putain, C'est j'ai une vrai. idée de fou, pourquoi j'y ai pas pensé avant?» Le deuxième point, je viens un peu contredire le premier, c'est aussi de travailler. J'ai entendu Lagerfeld, dont la créativité n'est pas à débattre, je pense, C'est clair. dire les idées viennent en travaillant. Et alors voilà, même si je pondère, parce qu'il faut bien entendu aussi se reposer, laisser son cerveau tranquille, etc., c'est aussi en travaillant qu'on avance sur le projet, qu'on trouve des idées, qu'on annule aussi des idées, Mmh. parce que en les mettant en pratique, on dit qu'en fait ça mène à rien. Et le troisième point, je dirais, c'est de ne pas se censurer. C'est certainement la partie la plus difficile à faire, mais parce que dans le processus créatif, on peut dire: «Non, mais cette idée, elle sert à rien» et avant même de les avoir finalement vraiment réfléchies, concrétisées, on les laisse déjà tomber, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle des pensées automatiques, qui viennent nous dire: «Non, mais de toute façon, mais je suis nulle, ça sert à rien, ça marchera pas», je sais pas quoi. Ça peut être la culpabilité aussi. Ça, c'est un poison pour, plein de choses et notamment pour la créativité.
Par exemple, dans le yoga, on a le système des chakras. Et le deuxième est lié à cette question-là, à la culpabilité et notamment aussi à la création. Mmh. Et du coup, je trouve que déjà dans cet angle de vue-là, on peut tout de suite voir à quel point la culpabilité peut venir te bousiller ta créativité, parce qu'en fait, la culpabilité, ça tue l'envie, quoi, d'une manière générale. Donc, nécessairement, ça tue la créativité aussi. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait, se sentir coupable, en tout cas avoir un sentiment de culpabilité quand on est en train de créer son propre projet? Alors, ça peut être directement lié, mais sinon, ça peut être une culpabilité ambiante. Par exemple, si on prend le cas, alors je vais parler d'entrepreneurs parce que c'est ce que je connais, mais il faut entendre entrepreneuriat au sens large, donc également Mmh. les artistes, qui pour moi sont également des entrepreneurs, au sens voilà, de la création et d'entreprendre quelque chose. La culpabilité, c'est une des émotions qu'on retrouve malheureusement très 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 souvent chez les entrepreneurs, qui D'accord. sont tout le temps dans cette culpabilité de je fais pas assez, je pourrais faire mieux, je pourrais faire plus. Alors ils sont au boulot, ils culpabilisent de pas se reposer, ils se reposent, ils culpabilisent de pas bosser. Enfin bon. Mmh. Et ça c'est un poison pour le bien-être en général, et c'est aussi un poison pour la créativité, parce que la créativité, elle peut se faire aussi quand il y a de l'espace mental. Et si cet espace mental, il est bouffé par des pensées parasites, par de la culpabilité, par des pensées récurrentes et qu'on tourne en boucle et qu'on ressasse sur le problème, il n'y a pas de place pour Bien l'innovation, sûr. c'est pas possible. OK. Ce qui peut du coup être tu pourrais proposer dans ces cas-là, une prise de recul, un lâcher prise? Quelle est la solution à ça un peu? Pour la créativité ou la culpabilité? Oh, bonne question, je sais pas. Dans les 2 cas, alors la question de lâcher prise, c'est, à la fois fondamental, à la fois je me méfie un peu parce que c'est une expression très générale, très Ouais. tendance, et des fois on se dit: «OK, c'est quoi lâcher prise, quoi?» Donc effectivement, des formations de psy positive et de yoga, c'est vrai qu'une compétence que je recommande beaucoup, c'est la pleine conscience, Mmh. qui va aider à la créativité nécessairement parce qu'on va faire de la place dans le mental, enfin, de la place dans l'espace mental, OK. heu et pour la culpabilité de la même manière, puisqu'on va prendre aussi du recul, et plus que prendre du recul, c'est la question de changer de perspective, en fait, sur ses OK. pensées. Et donc effectivement, tout ça combiné, peut mener à un phénomène aussi de lâcher prise, mais le lâcher prise, il y a une notion aussi émotionnelle, il peut y avoir de la résistance mentale, enfin, il peut y avoir plein de choses là-dedans. Mais effectivement, le fait d'être capable de changer de perspective, de voir les choses sous un autre angle, ça peut tout à fait abaisser la culpabilité. Et également, si on reste vraiment sur la question de la créativité, et qu'on, par exemple, on a la sensation de bloquer, de s'enliser avec ça, Mmh. bah, plutôt que de regarder le truc en disant et voilà, et j'y arrive pas, et j'invente plus rien, et je trouve pas d'idées, et j'innove pas. Bon, bah, en fait, plus tu bloques là-dessus, moins tu vas Plus trouver tu des idées. bloques. Mmh. Voilà, ça c'est typique focus problème. Mais voilà, donc on va plutôt aller se concentrer sur les solutions. Et pour accompagner cette recherche de solutions, je trouve que toutes les compétences liées à la pleine conscience sont très utiles, parce qu'on va d'abord faire de l'espace mental Mmh. et calmer ce flux de pensée, en fait. Parce que si D'accord. tu es tant parasité par tes propres pensées, et qu'en plus ces pensées sont toxiques, si je peux dire ça Mmh. comme ça, bah, il peut rien sortir de très percutant. Et ça, malheureusement, c'est qu'on grandit dans une société, en tout cas pour les occidentaux et occidentales qui nous écoutent, dans une société qui nous fait croire que c'est normal, en fait, que tes pensées comme ça débarquent avec perte et fracas, et qu'elles foutent le bordel, et que non, en fait, Qu'il faut genre, subir quoi, c'est normal de subir quoi, c'est ouais, voilà, ouais, bah, c'est normal que je culpabilise, c'est normal que je m'angoisse, c'est normal que je cogite, c'est normal que je rumine. Non, en fait, genre tes mmh. pensées n'ont pas à débarquer comme ça en me disant c'est bon, j'ai envie de foutre le bordel et je débarque, quoi. Et mais ça vient aussi on est dans une société qui met toujours le cerveau comme l'organe suprême, Mmh. incontestable, etc. Et en fait, le travail de la pleine conscience, même s'il y a plein de stéréotypes autour, j'en conviens, d'idées reçues dessus, mais la pleine conscience, ce n'est pas que méditer en lévitation sur un rocher en bouffant des graines, quoi. Ça permet aussi de canaliser ce flux mental, et donc moins il y aura de flux mental et plus vous laisserez la place à autre chose. OK, d'accord. C'est vrai que le lâcher prise est souvent interprété comme, abandonner quelque chose. Mmh. Et du coup, c'est difficile de lâcher prise quand on ne veut pas abandonner ou quand on a peur d'être jugé d'abandonner ou de, du coup, laisser vraiment le truc de côté. Mmh. Hem, Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre ces deux points qui sont totalement extrêmes, du coup?
Entre tenir bon, lâcher prise, tu veux dire? Bah, lâcher prise, abandonner. Comment est-ce qu'on fait la différence entre OK, j'abandonne parce que c'est plus possible, et je Mmh. culpabilise pas de laisser et comment je lâche prise quand même sans avoir la sensation d'abandonner ce projet-là? Mmh, mmh mh. Beh, effectivement, lâcher prise n'implique pas nécessairement l'arrêt du projet ou l'abandon du Mmh. projet, heureusement d'ailleurs, parce que le lâcher prise, c'est plus j'accepte OK, que je n'ai plus de contrôle sur la situation. d'accord. Mais il y a une notion de lâcher quelque chose quand même malgré tout, Bien hein. sûr. Hem, Moi j'ai une métaphore de la voiture pour ça. C'est la voiture pour avancer, de quoi vous avez besoin? Bon là les gens vont dire: «On a besoin d'essence, on a besoin de mettre le contact, gna gna». Bon OK. Au moment où la voiture démarre, le premier truc qu'elle fait, c'est lâcher des gaz d'échappement. Mmh. Et cette métaphore, on s'en sert pour dire le premier truc que vous devez faire si vous voulez avancer, c'est qu'il faut accepter de perdre quelque chose. Il faut OK, accepter de lâcher quelque chose à la base. Si tu veux avancer, il faut accepter de laisser quelque chose derrière. OK. Et le deuxième truc, c'est qu'évidemment, si tu veux que ta voiture avance, il faut pas qu'il y ait un mur devant toi. Sinon, ça n'avance pas. Oui, Donc le deuxième truc, c'est qu'il faut de la place. OK. Donc il faut faire de la place dans la tête et de la place émotionnelle, énergétique, etc., etc. Et donc oui, dans le lâcher prise, il y a quand même une notion. Je lâche quelque chose. Après, ça veut pas dire je lâche mon projet ou je lâche mon activité ou quoi que ce soit, mais ça peut Bien être je sûr. lâche ma tendance au contrôle, Mmh. je lâche peut-être les angoisses que ça génère, etc. Bon, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein, mais Oui. Hem, déjà, je pense que le premier truc pour faire la part, c'est déjà de se reconnecter à ses émotions, à son ressenti. Est-ce OK. que c'est la peur qui parle et qui pourrait avoir tendance à te faire dire: «En fait, j'abandonne parce que je préfère pas m'y confronter». Ça peut être Mmh. ça aussi. Donc se reconnecter à ses ressentis, à ses émotions, à son intuition et forcément pour écouter l'intuition, il faut qu'il y ait de la place Oui. mentale, sinon c'est pas possible. Donc voilà, il y a encore cette notion, tu vois, de il faut faire de la place et tout. Et la capacité à prendre du recul va aider aussi. Alors c'est vrai que moi voilà, je vais parler de pleine conscience de yoga, mais après ça peut très bien passer par la danse, par la peinture, par le foot, enfin peu importe, chacun doit trouver son truc. Mais la capacité à prendre du recul sur la situation et dire: «OK, voilà où j'en suis aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement il faut abandonner le projet?» Mmh. Parce qu'il faut faire face à la réalité, ça ne marche pas, c'est pas rentable, je sais pas quoi. Parce que j'ai l'intuition qu'il faut partir, Mmh. ou est-ce qu'il faut lâcher prise et des fois le lâcher prise, c'est une question de patience aussi. C'est peut-être juste de dire: «Ça ne va pas marcher maintenant» et là je lâche prise en fait et OK. là tu sais dans la culture yogique, on dit enfin pas que chez les yogis d'ailleurs, mais on dit, qu'il faut se détacher des résultats. C'est tellement une des choses les plus difficiles à faire pour nous en occident. C'est C'est clair. vraiment je mets la meilleure intention du monde dans ce que je fais. Ce qu'il advient des résultats ne m'importe pas en fait. Mmh. Alors c'est extrêmement difficile d'en être détaché à ce point-là, mais je pense qu'avancer dans ce cheminement et dire voilà pour mon projet musical, artistique, à partir du moment où en fait j'ai fait tout ce que je pouvais de A à Z, que tout est bon machin, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Bien Les sûr. résultats ne m'appartiennent pas quoi. Mais comment on sait qu'on a fait tout ce qu'il fallait, vraiment, de A à Z, tu vois? C'est ça Bah, aussi, c'est que chacun fait avec ses outils et avec ses moyens et pense bien faire et c'est tout mmh, à son honneur, hein, de bien penser, enfin de bien faire et de penser bien faire les choses, tu vois? Mais mmh du coup, des fois, on est aussi bloqué dans ce truc, qui est, bah, j'ai tout fait, je suis bloqué, c'est pas moi, c'est eux, ou je sais pas, il y a ouais. plein d'excuses différentes, possibles. Mmh. Oui, oui, alors effectivement, comme tu dis, c'est une excuse, c'est-à-dire que c'est pas eux, c'est vous, hein. Mmh. Déjà, je le dis avec provocation, mais c'est je le dis vraiment avec provoque parce que évidemment que peut-être, je sais pas moi, tu lances ton projet là en pleine épidémie, bon bah, OK, c'est pas toi, Mmh. bon, c'est pas de bol. OK, des fois c'est pas de bol, je suis d'accord. D'accord. Par contre, ce qui est ta responsabilité, c'est la réaction que tu vas avoir Mmh mh. à ces circonstances-là et les actions que tu vas mettre en place et les émotions que tu vas avoir. On est responsable de nos émotions, de nos Bien actions. sûr. Voilà, il y a une part qui nous incombe nécessairement. Mais alors quand je dis, j'ai fait tout ce que je pouvais, c'est pas forcément tout ce que je pouvais dans l'univers des possibles. Tu pourras Mmh jamais. mh. Je veux dire, moi, je pourrais très bien me dire que pour bien ta boîte, je fais pas assez parce que j'aurais pu injecter, 1 000 000 € de capital. Oui. Oui, certes, dans une Toi, dimension, c'est Laura, tu possible, aurais pu mais quand même injecter 1 000 000 €, quand même. voilà, mais dans ma dimension à moi, c'est pas possible de faire ça. Mais disons que, si demain j'arrête bien ta boîte pour X ou Y raison, Mmh il y mh. a certainement plein de choses, mais c'est évident que j'aurais pu faire mieux ou plus longtemps ou je sais pas quoi. Ça, c'est certain. Mais moi, avec moi-même, j'ai la tranquillité de me dire: «J'ai fait du mieux que je pouvais au moment où je l'ai fait OK. et j'aurais rien pu faire de mieux que ça».
parce qu'il y a plein de moments aussi où j'ai dû m'arrêter de travailler parce que j'étais trop fatiguée ou quoi que ce soit. Oui, je pourrais commencer à me torturer et à me dire ouais, quand même, si j'avais bossé 48 heures de mieux, mais ça n'aurait rien changé, 48 heures de mieux. On est d'accord. Alors évidemment que si tu me dis ouais, ça fait 2 ans que je bosse pas sur mon projet, bon bah oui, là effectivement, faut pas s'étonner que ça n'avance pas. Mais si tu t'es arrêté 2 semaines parce que tu avais besoin de t'arrêter 2 semaines, ça n'aurait rien changé Oui. fondamentalement. Encore une fois, si c'est 2 semaines sur un mois de projet, oui. Mais si c'est 2 semaines sur des années de travail, ça n'aurait rien changé. Donc c'est plus la question de comment moi je me sens avec moi-même et effectivement l'équilibre, le juste milieu entre, comme on dit, ni trop tendu, ni trop relâché. La voie du Oui, milieu. la voie du milieu. Je pense que c'est la voie la plus difficile à trouver. Oui, 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 c'est clair. D'autant que c'est pas notre culture en fait. Oui. Tu vois, dans la culture asiatique, on grandit beaucoup plus avec ces notions-là. Enfin, ça dépend où est-ce qu'on est en Asie, mais nous, on n'a pas cette culture-là. Et puis en plus, on est imprégné d'une culture de il faut mériter. Ça, Oui. c'est une notion qui me tue, quoi. Il faut mériter. Mais qui dit mériter dit que t'en as chié. C'est ça. Parce que c'est l'effort qui permet le mérite, tu vois. Donc, du coup, on a cette culture de j'ai pas assez fait, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire plus longtemps. Ouais, enfin bon, voilà. Non, Ça c'est fait ce clair. quoi. Et C'est puis, vrai de qu'on toute façon, si ça s'arrête, c'est peut-être aussi pour aller vers quelque chose de mieux. oui. Alors là, on a 2 notions différentes. C'est qu'effectivement, il y a peut-être pas de hasard sur les choses et ça, c'est un point, auquel on pourrait aussi, je pense, parler pendant des heures. Mais sur cette histoire de mériter, c'est vrai que, on entend souvent: «Oui, je gagne X euros, mais bah, putain, je le mérite ce salaire, hein, parce que quand même, oui, bah, non, enfin, ce n'est qu'un chiffre». Ou même, tu sais, quand tu mets en place quelque chose simple, tu es là avec tes objectifs. Alors dans une semaine, je veux, écrire cet article-là et puis, simple pour mon podcast, tous les mercredis, je dis: «Il doit être en ligne». C'est un objectif que je me place et donc il y a une date, il y a un effort. Je suis censée être là tous les mercredis à 17h en ligne et cetera. Bah, des fois, on se met des trucs tellement grands et on veut tellement que mériter, en fait, tout ça, qu'on se fait un espèce de parcours de combattant, de souffrance ultime. Enfin, c'est pour moi, enfin, c'est vrai que c'est typiquement culturel. Oui, mais comment est-ce qu'on arrive à se détacher de ça quand un artiste, quand tu montes un projet, tu es là en disant, bah, j'ai encore 0 follower sur Facebook, j'ai pas encore une, de vues sur mon clip YouTube. Tu vois, c'est comment est-ce qu'on peut se détacher de ça, de cette pression qui existe autour de nous et qu'on peut se mettre aussi à soi-même? Ouais, il y a la notion, bon ça va un peu de pair, hein, mais il y a la notion de se détacher des résultats, il y a la notion de se détacher, de cette si on le souhaite en tout cas, de cette idée de mérite et donc, comme tu le dis, quelque part, de se détacher finalement de la pression sociale qui est associée à ça. Mmh. C'est pas évident. Je veux dire, faut être honnête, j'en avais parlé avec, Arnaud que j'ai reçu en podcast, qui est entrepreneur et professeur de yoga. J'ai posé cette question et il a été honnête. Il m'a dit: «C'est plus facile à dire pour moi de se détacher des résultats parce que, aujourd'hui mes activités, même quand elles tournent mal, elles tournent finalement très bien. OK, En tout cas, elles me permettent de gagner plus que si j'étais salariée». Donc forcément, quand tu es dans cette situation, c'est plus simple. On est d'accord. bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est un réel travail. La question de se détacher, par exemple, voilà, je me lance, j'ai 0 abonné sur Facebook, sur YouTube et cetera. Bon, bah, tu te lances. Donc déjà, par définition, ça va pas marcher tout de suite. Mmh. Et donc là, pour moi, la première question, c'est pas le détachement des résultats. Pour l'instant, c'est la patience. OK. Ça va pas le faire aujourd'hui, ça le fera pas demain et ça le fera pas la semaine prochaine non plus. Donc Mmh. déjà, ne vous angoissez pas, ça va mettre du temps. Et ensuite, admettons que on est lancé depuis un moment, etc., et qu'on a ce problème de résultats, tu l'as un peu évoqué. La première question, c'est de se dire, je n'atteins pas les résultats. Est-ce que le premier problème n'est pas tout simplement qu'en fait mes objectifs sont complètement irréalistes? C'est ça. Voilà. Parce qu'effectivement, tu lances ta chaîne YouTube, tu t'es mis à la fin du mois, mon objectif c'est 3 millions d'abonnés. Et c'est le 26 du mois. C'est ça. Je sais pas, hein, moi je viens pas du milieu de la musique, mais j'ai Oui. quand même dans l'idée que ça me paraît un peu compliqué quand C'est un même peu comme, compliqué, oui. Oui, oui. voilà, donc déjà, il y a ce premier point-là. Et puis, admettons que mon objectif était réalisé, j'ai fait ce que je pouvais, gna, 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 et j'ai pas le résultat escompté. Bon, ben là encore, il y a plusieurs choses à se demander. Soit la stratégie que j'ai mise en place n'est pas bonne, Mmh. et il faut que je réajuste, voilà. Soit j'estime que vraiment j'ai tout fait et je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et là, on en revient à, ben là, il faut lâcher. Parce Mmh. que il y a quelque chose qui dépend Qui pas de coince. toi, qui peut-être
voilà, qui est peut-être l'algorithme de YouTube d'ailleurs, qui est peut-être, enfin de YouTube ou Facebook ou j'en sais rien, qui est peut-être que le contexte en ce moment économique ou je ne sais quoi n'est pas de ton côté. Et ça, ça tu peux t'énerver tant que tu veux, il faut lâcher l'affaire quoi. Après je dis ça, c'est très facile à dire et je pense on peut tous plaider coupables d'avoir pété les plombs pour un chiffre qui n'était pas à la hauteur de nos espérances ou quoi que ce soit. Mais finalement, en fait, ça pose plus la question de qu'est-ce que ça signifie pour moi. Qu'est-ce que ça vient dire, en fait, si ça m'énerve, qu'est-ce que ça vient dire de mon processus mental. D'accord. Et peut-être que la pensée que j'ai, c'est, voilà, je suis pas arrivée, je savais, je suis nulle. En quel cas, en fait, c'est pas le chiffre qui t'énerve. Ce qui t'énerve, c'est que ce truc-là est en train de, selon toi, de confirmer le fait que t'es nulle. Peut-être que la première pensée qui vient, c'est non mais attends, moi je fais tout très bien, franchement, les gens sont vraiment cons, quoi. En quel cas, peut-être que il y a un peu beaucoup d'ego. Voilà, peut-être que l'ego est un peu tendu là, effectivement. Voilà, donc je pense que la question qui est plus pertinente à se poser, ça va être de dire, finalement, si ça m'importe autant, qu'est-ce que ça vient dire peut-être de mon insécurité, peut-être de mon manque d'estime de moi-même, ou je ne sais quoi. Parce que si finalement, toi, t'es serein, t'es sereine, tu sais ce que tu vaux, tu connais tes compétences, tu connais ton travail, t'as confiance en l'avenir, le chiffre, il est moins bon, c'est qu'un chiffre. Donc en fait, si ce chiffre-là, il vient t'énerver, c'est que fondamentalement, il vient réveiller peut-être un sentiment d'insécurité, peut-être un manque d'estime de soi, etc., etc. Donc, ou une stratégie qui est pas la bonne, ou des objectifs irréalistes, ou je ne sais quoi. Mais on est d'accord que ce travail de détachement des résultats, il est long et que, comme on l'a dit, il est lié aussi à une notion effectivement dans notre société de mérite que tout le monde ne veut pas remettre en question, parce que je comprends très bien, il y a des gens qui sont tout à fait OK avec ça, je le conçois. C'est vrai que moi, ce qui me dérange dans cette notion de mérite, c'est la notion que y aurait des gens qui en chient plus et que eux, du coup, ils méritent plus. Je prends l'exemple, je l'ai eu il y a pas longtemps, d'une copine dont les parents sont médecins, et on a une copine en commun qui dit ouais, enfin après, tu vois, je dis ça, ses parents ils sont beaucoup de pognon, mais après ils le méritent, hein. Qui décide de ça en fait? Ouais, c'est clair. Enfin, bon, là, en l'occurrence, j'adore ces personnes, donc, mais je veux dire, là, elle me le disait pas, ils méritent au sens, ce sont des gens super. Elle me disait, ils méritent au sens où, en fait, ils ont fait 10 ans d'études et que, comme chacun sait, ce sont des études qui sont extrêmement éprouvantes. Donc, en fait, on a cette idée que comme ils ont souffert beaucoup et longtemps, alors ils méritent aujourd'hui d'être payés beaucoup. Ou parce que, alors, ok, la médecine, on peut dire, non, mais ils méritent parce qu'ils sauvent des vies, etc. Ok, mais il y a plein de corps de métier comme ça, on va dire, ils méritent parce qu'ils ont fait beaucoup d'études. Tu vois, les avocats, par exemple, voilà, ils ont fait beaucoup d'études, c'est difficile de passer le barreau et tout. Je dis pas que ces gens méritent pas leur salaire, c'est pas ça. Mais disons que moi, personnellement, je vais pas indexer leur mérite sur le taux de souffrance qu'ils ont C'est clair. accumulé en amont. Tu vois, d'ailleurs, je pense que s'il y en a qui nous écoutent et qui ont été des bons étudiants, des bons élèves quand ils étaient jeunes, on leur dit ouais, mais toi, c'est pas pareil, ouais, t'as des bonnes notes, mais pour toi, c'est facile. Et du coup, c'est clair. Parce que ça a été facile, j'ai pas le droit d'avoir un super salaire. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est mais toi, c'est pas pareil, t'es planqué, tu vois. Et alors, pas parce que c'est plus facile que tu vois. Donc, on a vraiment cette notion-là, et cette notion, elle est tenace. Et puis, les résultats, c'est aussi parce qu'on est dans une société actuelle qui est quantifiée. Tout est quantifié. Mais tout, c'est-à-dire même tes heures de sommeil, ton poids, ce que tu bouffes, on pèse tout, on mesure tout, on calcule tout. Donc forcément, on est des obsédés du résultat. Hein, ça c'est. Et puis même, tu as une entreprise, ne serait-ce que tu as un site web, tu as des chiffres partout, nombre de visites, ton roman, blablabla. Et si tu fais pas attention, tu peux devenir barjot avec ça, c'est sûr. Hein. C'est ça. Donc on en revient à lâcher prise. Lâcher prise, et puis surtout, ça n'a rien à voir avec ma valeur intrinsèque. Oui. C'est-à-dire que si je mets tout ce que je peux dans un projet et qu'il n'y a que 200 personnes sur mon site alors que j'en voulais 2000, ok, ça fout les boules, je le comprends tout à fait. Hein. Et il y a des questions à se poser, mais ça n'a rien à voir avec ta valeur intrinsèque à toi en tant qu'humain. Oui, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, c'est ça. Et puis des stratégies marketing à mettre en place, de la pub. Enfin, il y a d'autres outils pour ça, effectivement. Et d'autres explications que c'est moi qui suis pourrie, quoi. Non, mais c'est vrai. Sans se mettre la pression fort, comment est-ce qu'on peut mesurer ses actes ? Mesurer si on en fait assez ? Ouais. Ne pas chercher à en faire assez. C'est-à-dire là, c'était une Vandame un peu, hein. Sois aware, ok. C'est ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, c'est tourné en rond. Parce que du coup, tu dis, j'accepte de me détacher des résultats, de me détacher du mérite. Mais du coup, si je me détache de ça, comment je sais que j'en ai fait assez ? Et bien, en le mesurant. Donc, du coup, effectivement, là t'es kéblo, si tu peux dire ça comme ça. Donc, la question, c'est plus de se dire,
Est-ce qu'à mes yeux, à moi, est-ce qu'à mon ressenti plutôt, je vais dire ça comme ça. Est-ce que moi, je ressens que c'est OK comme ça? Je veux dire, il y a plein de gens qui ont besoin de travailler, ont besoin, envie de travailler, je sais pas, 60-70 heures par semaine. Mais grand bien leur face s'ils sont bien comme ça. Il y a des gens qui feront tout pour travailler 2 heures par jour et grand bien leur face s'ils sont bien comme ça. Donc nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de mesurer l'effort et la réussite à du chiffre, c'est-à-dire le temps d'heures que j'y passe, le chiffre d'affaires que ça génère, le nombre de vues que ça génère, je sais pas quoi, tu vois. Mais si tu enlèves ça, bah, tu vois, tu vois toi-même. En fait, si tu enlèves ça, on est complètement paumé. On se dit, bah, du coup, si j'ai pas de chiffre, je fais comment? Et ben, tu fais avec tes ressentis à toi. Et donc, j'en reviens à ce que je disais au début, c'est se reconnecter à ses ressentis, à ses émotions, parce que si ça, c'est pas OK, alors il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de lâcher prise, il n'y a pas de prise de recul. Et alors, surtout, si je t'enlève les chiffres, alors là, c'est ça cata. Et paradoxalement, on est les premiers à dire ouais, moi, dans un monde idéal, je m'en foutrais de combien de personnes sur mon site, je m'en foutrais des sous. Et ouais, tu dis ça, mais en même temps, tout ça, ce sont des indicateurs pour toi de fonctionnement, de qualité. Exactement. Alors que peut-être on pourrait repenser, mais c'est utopique ce que je te raconte là, mais on pourrait penser qu'un fonctionnement optimal d'une entreprise, c'est le fonctionnement où tout le monde est content d'aller bosser le matin. Mais ça, bien sûr que c'est utopique, parce que tu peux pas enlever le fait que ton entreprise elle doit être rentable et qu'elle doit faire du chiffre d'affaires, évidemment. D'accord. Mais tu vois, il y a un principe dans le yoga qui me paraît un des plus difficiles, je pense, à mettre en place quand on est entrepreneur, c'est je ne prends pas plus que ce dont j'ai besoin. Et du coup, cette année, je me suis mis le défi de dire voilà le chiffre d'affaires max que je veux faire. Voilà, je pense que je fais rugir 90% des entrepreneurs quand je dis ça, hein, très clairement. C'est clair. La nana, elle s'est mis un chiffre d'affaires max. OK. Alors, je veux surtout pas dépasser. Alors, je vais être très honnête. Sur les 3 premiers mois de 2020, donc c'est un petit échantillon, mais ça fait déjà un quart de l'année. Le mois de mars, je vais dépasser le chiffre d'affaires max, entre guillemets. OK. Donc, je me suis pas empêchée. Je me suis pas dit, ah ben non, je refuse la mission. Non. Mais par contre, cet argent-là, bon, après, ça, c'est ma façon de voir, mais en l'occurrence, je vais pas aller le dépenser, je le mets de côté. Mais bon, ça, c'est mon côté fourmi. Chacun fait ce qu'il veut avec sa thune. En fait, c'est juste que de changer le raisonnement, tu vois. Tout à fait. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, quand j'en ai parlé avec des collègues entrepreneurs, mais c'était hyper drôle de voir les réactions, la colère, l'incompréhension, la fuite. Il y a une personne qui m'a dit ah ouais, ok, intéressant, machin. Sinon, les autres avaient tous une réaction X ou Y, tu vois, mais ça les laissait pas indifférents, en tout cas. Et ça peut pas nous laisser indifférents parce que c'est tellement à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de penser. De se dire, en fait, je fais pas un minimum, mais à partir de ce seuil-là, je prends pas plus, j'ai pas besoin. Ça te change vraiment. Et donc là, déjà, c'est plus facile de te détacher des résultats quand t'es comme ça. Bien parce sûr. que du coup, là, on va dire que ce mois-ci, je vais être à X plus 2. Bah, en fait, là, je m'en fous, je suis détachée. En fait, maintenant que je fasse 3000, 3002, 3006, en fait, moi, du coup, ce mois-ci, pour la première fois de ma vie, c'est la première fois je crois que je suis aussi sereine avec mon chiffre d'affaires, tu vois. En fait, je m'en fous, l'objectif est rempli et tout ce qui arrive en plus, c'est bonus et ça fera des sous de côté pour au cas où il y a une merde ou quoi, mais du coup, tu vois, je suis pas dans cette escalade de dire ah ouais, je vais faire 3002. Bah, attends, on est que le 10 du mois, je peux faire 3006. Voilà. On est vraiment c'est très intéressant de pouvoir réfléchir comme ça parce qu'on a tendance à dire je veux au minimum X euros, je veux au minimum X vues, je veux au minimum X stream, je veux au minimum. On voit toujours je veux au minimum. Oui, bah non, en fait. Le minimum est déjà là, c'est déjà existant, c'est déjà là en matière quelque part, sur le web, sur une scène quelque part. Donc c'est déjà un minimum d'avoir produit quelque chose. Le maximum, c'est le Stade de France ou pas? Enfin, je sais pas, mais du coup. Ouais. Non, mais en plus, ça, c'est le moment où ma casquette prof de yoga peut rentrer en conflit avec le coaching parce que c'est vrai que dans le coaching, je suis la première aussi à leur faire formuler des objectifs et qu'effectivement, dans ces objectifs, ils vont me dire, par exemple, mon objectif, c'est de faire 2000 euros par mois. Okay. Et effectivement, je pense que ça, sans ce qu'on est en train d'évoquer, de réflexion, etc., ça peut exactement, comme tu dis, mener à une espèce de phénomène de surenchère parce que tu seras jamais content. Tu veux faire 2000, tu feras 2005, tu vas faire 2005, tu voudras 3, tu vas faire 3, tu voudras 10, tu voudras 10, tu feras 15. Et ça peut être tout à fait un engrenage. Et par rapport à ce que tu dis, qui pour moi est primordial de se dire ça y est déjà, c'est Arnaud qui me racontait dans le podcast où il rencontre un entrepreneur qu'il admire et tout. Et il dit à cet entrepreneur, comment tu fais pour te faire autant d'argent, quoi. Et le mec lui dit, toi, tu veux quoi dans la vie, Arnaud? Il dit, je veux de l'argent.
Répète-moi ça. Je veux de l'argent. Et elle dit: «Bah, c'est très bien. Eh bah, tu vas continuer de le vouloir». Ah, allez, bim, OK, dans ta face. c'est Et ça. il lui dit: «Mais en fait» et Arnaud, il me disait à ce moment-là, j'avais 8 ou 10 000 € de côté. Et le mec, il lui dit: «Mais en fait, heu, tu dis que tu veux de l'argent, donc tu es en train de dire à la vie: "En fait, j'ai pas assez d'argent, j'en veux plus"». Eh Mmh. ben, la vie t'écoute, elle est OK avec ça. Elle dit: «Tu pas assez d'argent, eh ben, tu pas assez d'argent». Et il lui dit: «En fait, tu es con, juste tu as 10 000 € de côté, tu as déjà de l'argent. Tu en Mmh. as pas autant que tu voudrais, mais tu as déjà de l'argent. Alors change de mindset, lève-toi tous les matins en te disant: "J'ai de l'argent et je remercie la vie pour ça"». Et tu vas voir que tu vas commencer à changer de perspective. Bien Et, sûr. et là, du coup, je pense que le fait de prendre le truc à l'envers et de dire, en fait, de quoi j'ai besoin. Mmh. Et ça, c'est tout relatif, hein, chacun fait son truc. Hein. Et admettons, ce mois-ci, je gagne 300 € de plus. Mais du coup, tu es dans une espèce d'abondance, tu vois, parce que tu dis, waouh, j'ai 300 € de plus de ce dont j'ai besoin. Et t'es pas en mode, ah, je pourrais faire encore 300 de mieux. Hein. Oui. Et du coup, tu es dans une espèce d'abondance qui te dit, waouh, c'est cool, putain, j'ai fait 300 € de plus. Et donc, je suis cool, parce que finalement, l'argent, il est déjà là. Et donc j'arrête de m'angoisser et j'arrête de courir après mes résultats, ça c'est clair. Et les objectifs, c'est hyper important. Je peux pas dire autre chose en tant que coach parce qu'effectivement, ça permet aussi de cadrer, de pas s'éparpiller, de savoir où on va et Mmh. de mettre un plan d'action en place. Mais ayez des objectifs si ça sert votre boîte. Si c'est pour partir en cacahuète ou nourrir son ego, je ne sais quoi. En fait, c'est avoir des objectifs Pour pour ton qu'ils te permettent projet. d'avancer. Mmh. Voilà, pour qu'ils te permettent d'avancer. Pas pour rentrer dans un truc. Ah bon, après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, mais moi, à mon avis, pas pour rentrer dans une escalade, en fait. Voilà. OK. Ça donne envie de continuer sur ce sujet pendant des heures, sur le principe de ses envies et de ses besoins et de l'escalade, surtout dans ce qui est dans le milieu artistique. C'est vrai que chacun a sa vision du milieu, bien Ouais. différente, et on oublie des fois qu'on est un peu tous là pour travailler et que c'est pas, que ce soit musique, peinture, que ce soit, Mmh. littérature ou peu importe. C'est un vrai investissement humain, temporel et du coup aussi financier. Quand on a besoin de produire, on a besoin d'investir dans du matériel et cetera. Bref, du coup, on est là pour travailler. Heu et du coup, souvent des personnes pensent que, parce que c'est du jus de cerveau, parce que ça sort un peu de nulle part, bah, c'est simple, puis du coup, on peut, faire la fête tout le temps, on peut être dans l'excès, c'est un monde de paillettes, tout est simple, tout le monde Ouais. s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, on est là pour bosser et on est là aussi pour, se structurer et quand on est Ouais. à la tête de son projet, se structurer, c'est juste, des fois une plaie, surtout quand on est Ouais. créatif, parce qu'on a envie de tout faire en même temps Mmh. et c'est hyper, hyper compliqué, d'autant plus que quand on est à la tête de son projet, on peut avoir hyper peur. Un, de se lancer, 2, de se planter. Hem, à toi Laura, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on peut gérer, la peur de se lancer de base, tout seul dans quelque chose et comment est-ce qu'on peut aussi gérer la peur de se planter aussi tout seul? C'est le truc qui fait bien mal, le truc où tu sais que tu vas Mmh. apprendre, mais tu sais que tu vas bien galérer aussi, quoi. Comment est-ce qu'on peut avancer avec cette peur-là? Ouais, alors sur la peur de se planter, je pense que, c'est le plus facile pour moi à répondre et c'est le plus difficile à intérioriser, c'est plantez-vous. Voilà. Heu, voilà. Non, mais plantez-vous parce qu'effectivement vous allez apprendre, parce que c'est là où on apprend le plus et parce que de toute façon vous allez vous planter. Donc déjà Mmh. ça théoriquement se mettre dans l'angoisse de dire, «Il faut pas que je me plante», c'est mort d'avance. Mmh. Mais je comprends qu'on l'est. Là encore, c'est aussi une question de culture. C'est vrai que nous on a vraiment la culture de la réussite Mmh. et certainement pas la culture de l'échec qui peut être beaucoup plus valorisée dans d'autres, pays comme par exemple aux États-Unis. Sans glorifier de très loin le système américain, mais c'est vrai que de ce côté-là, ils ont, je trouve en tout cas, une bien meilleure relation à l'échec que nous. Mmh. Je l'ai encore eu hier avec des étudiantes qui me disaient «Ah, on aimerait bien se lancer, mais on n'ose pas, on n'est que étudiante». En OK. fait, c'est le meilleur moment pour le faire, j'ai envie de Bah, te ouais. dire. Genre, si tu te plantes, t'as juste rien à craindre, quoi, si tu pas investi en tout cas des milliers d'euros. Et voilà, mais parce que les pauvres, elles ont cette notion de bah ouais, mais si je me plante, personne ne voudra m'embaucher après. Bah, Ah, pourquoi? super triste. Ah ouais, OK. Ouais, tu vois, elles étaient vraiment dans cette idée de j'ai dit: «Mais en fait, vous allez apprendre tellement de trucs en le faisant que» enfin bref. Après sur la question de admettons, OK Laura, je t'entends, tu mignonne, ton côté hippie, c'est cool, mais moi j'ai vraiment peur de me planter ou je me suis plantée et ça fait super mal. Alors là, effectivement, tu peux avoir plusieurs choses. Déjà, il y a la compétence que nous on appelle d'acceptation émotionnelle, c'est-à-dire, oui, je me suis plantée, oui, ça fait mal, oui, je suis triste, oui, je suis en colère et j'accepte cette situation-là.
Ok. Parce que plus vous allez chercher à la nier, plus vous allez chercher à la modifier, à la corriger, à la réduire, à la supprimer, plus ça va gonfler, plus ça va prendre de la place, plus ça va être compliqué. Donc, je me suis plantée, c'est vrai, ça fait mal, c'est vrai, c'est pénible, c'est long, c'est vrai, mais plus vous allez l'accepter, et ce qui ne veut pas dire le nier, on est d'accord. Hein. Mhm. L'accepter, c'est pas en mode ouais, je m'en occupe pas. Hein. Mhm. Parce que la fuite, c'est aussi de la résistance émotionnelle. Mais voilà, je l'accepte, je l'accueille, c'est extrêmement désagréable, mais Et douloureux. hein Et douloureux. et douloureux, bien sûr, bien sûr. Mais j'accepte cette situation. Déjà, ça va apaiser la problématique, très clairement. Et puis après, sur la peur de se lancer, ça va rejoindre ce que je voulais dire après sur la peur de l'échec, c'est se poser la question: qu'est-ce qui me fait peur derrière ça? Donc là, D'accord. j'en reviens plutôt au phénomène des croyances qu'on appelle limitantes en développement personnel. Nous, en psycho, on parle de croyances irréalistes plutôt. Donc, D'accord. ces croyances, pour simplifier, on va dire que c'est la même chose. Donc, quelles sont les croyances que moi je nourris sur, par exemple, ma peur de l'échec? Peut-être qu'en fait, moi, dans ma tête, j'ai tricoté un problème du type si j'échoue, je vais décevoir les gens qui Mhm. m'aiment. Ouais, je prends ça parce que je l'ai déjà eu en coaching. D'accord. On travaille les croyances et voilà. Et la nana se rend compte qu'en fait, sa croyance, voilà, c'est ça. En fait, si j'échoue, je vais décevoir les personnes que j'aime. Et donc, en fait, tu vois, c'est cette croyance qui va générer tout un tas de pensées, d'émotions et donc de comportements qui font que, en fait, effectivement, tu as de fortes chances que tu vas finir par te planter parce qu'avec une croyance pareille, tu vas te planter. Et donc, ça va valider la pensée. Ok. Donc, cognitif comportemental, on dit toujours la pensée est première, l'émotion est seconde, elles engendrent le comportement. Et très souvent, malheureusement, le comportement valide la pensée. Hein, genre, je suis nulle, du coup, mon émotion, c'est que j'angoisse. Du coup, le comportement, c'est que je vais planter mon rendez-vous. Et comme j'ai planté le rendez-vous, je dis, ah ben voilà, de toute façon, je le savais, je suis nulle. Voilà. Et après, on est parti. Donc, quelle est la croyance, comme je dis à mes coachés, comment vous avez tricoté le problème dans votre tête Mhm. pour que votre cerveau se dise, il faut surtout pas que je prenne le risque de me planter, ou il faut surtout pas que je prenne le risque, entre guillemets, de me lancer. Alors, on est d'accord que dans la peur de se lancer, et effectivement, si on a un projet avec 1 million d'euros de capital, oui, j'en conviens bien qu'on est un poil plus stressé que quand on a Oui. 100 euros à mettre en jeu, on est d'accord. Mais si on parle de projets, on va dire un peu lambda et qui nécessitent pas non plus des investissements de fou, j'ai peur de me lancer. Ok, c'est en partie normal aussi. Hein, votre cerveau, Mhm. il est là pour vous protéger. Il va pas vous dire oui, vas-y, cocotte, pète ton pognon, on y va. Je m'en fous. Mais après, par contre, si cette peur devient extrêmement validante et handicapante, alors là, ça va dire finalement quelles sont les croyances que je nourris à ce propos. Et moi, ce que je dirais et ce que je dis à mes coachés dans ces cas-là, c'est ok. Et si tu te plantes, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ça peut paraître très con, hein, mais de poser cette question-là à son cerveau, très souvent, il a même pas de réponse à ça. Et généralement, j'ai un blanc en coaching. Je dis: «OK, et si tu te plantes, qu'est-ce qui se passe?» Et ben et Ok. ben Voilà. et ben, là alors au début, c'est normal, le cerveau, il va te répondre des trucs genre, «Eh ben, je vais perdre ma thune». Bon, OK, mais à Ouais, il va 100 être en €. mode gros scénario catastrophique, Ouais, et puis fin en du fait, c'est monde. normal, tu as des phénomènes enfin là, en fait, je vais le mettre en dissonance cognitive, donc le cerveau, Mhm. il va la régler, cette dissonance cognitive. Mhm. Donc si je lui dis: «Bah, si tu te plantes, qu'est-ce qui se passe?» Il va me dire: «Bah, je vais perdre de l'argent». Bon, OK, tu perds 300 €, ça fait chier, mais c'est pas très grave. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais du coup, si je me plante, bah, j'aurais perdu mon temps. Ouais, ok. Heu, oui, certes, d'accord, mais bon, après tout, je sais pas, tu vas tenter 6 mois, c'est quoi 6 mois dans une vie? Ouais, bon, OK, c'est vrai. Ouais, mais bon, tu comprends, si je me plante, je sais pas moi, ce que je pourrais inventer, mes parents, ils vont me faire la gueule, ouais. Mhm. Ah, donc là, tu vois, tu commences à toucher à autre chose. En fait, le problème, c'est Bien pas sûr. franchement que tu as peur de te planter. En fait, le problème, c'est Le que vont penser jugement. mes parents ou mon Mhm. mari ou j'en sais rien, de moi. Et donc, tu vois, en remontant le truc comme ça, déjà, tu vas aller chercher quel est le problème. Et souvent, par expérience, le problème de base, c'est pas j'ai peur de me planter, c'est j'ai peur de perdre de la thune, c'est que vont penser les gens de moi, c'est qu'est-ce que ça dit de moi. Voilà, ça peut être, en fait, j'ai peur de me planter parce que si je me plante, en fait, ça va valider que je suis nulle. Ok, donc en fait, c'est pas se planter le problème. Le problème, c'est qu'en fait, je veux surtout pas me confronter au fait que, selon moi, je suis nulle. Tu vois. Mhm. Et une fois qu'on a envie de se lancer, mais que du coup on trouve encore un peu, moi c'est vrai que j'appelle ça un peu trouver l'excuse encore pour creuser, pour tu sais un peu tourner autour du pot et tout. Mm. Il y a une excuse qui est légitime, mais qui est récurrente. Ok, Mhm. mais je chante en français ou je chante en anglais? Et pour moi je me dis mais bah, en fait chante. On s'en fiche, anglais, français. Après fais ton projet, que ce soit cohérent avec toi, fais ce que t'aimes et tout, mais
Et des fois, c'est hyper problématique. Je chante en français, en anglais, je chante en portugais, ou alors est-ce que je m'habille comme ça ou est-ce que je m'habille comme ça? Comment est-ce qu'on arrive à trancher, à choisir ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'il y a je vais pas dire un mode d'emploi, une recette, parce que ça n'existe pas, clairement. Non. Sinon, on serait peut-être pas là aujourd'hui, on aurait fait tout autre chose, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a des pistes pour prendre une décision, pour se décider à faire quelque chose? Alors, je n'apporterai pas de réponse sur est-ce qu'il faut chanter en français, en anglais ou pas. Ouais. Alors là, c'est pas du tout mon champ de compétences, mais sur la capacité à prendre des décisions d'une manière Ouais. générale, il peut y avoir plein de choses qui expliquent qu'on n'arrive pas à prendre des décisions. Si on reste d'un point de vue purement psy, purement mental, parce qu'il peut y avoir des considérations énergétiques pour ceux qui sont branchés énergétiques, qui expliquent ces difficultés-là. Mais si on reste d'un point de vue plus pratico-pratique et strictement psychologique, la difficulté à prendre des décisions, il peut y avoir plusieurs choses. Soit c'est que ton cerveau est en train de faire un calcul coût-bénéfice et qu'il n'arrive pas à trancher la question, ou qui fait un calcul qui te semble être équivalent et que du coup tu n'en as pas tranché la question, enfin, peu importe. Ça peut être aussi, bon, tu as des personnalités qui ont plus de difficultés aussi à prendre des décisions. Typiquement, les personnalités plus impulsives ont beaucoup plus de facilité à prendre des décisions. C'est pas toujours des décisions raisonnées, Oui, mais c'est une décision. elles ont mais voilà, elles ont l'avantage généralement de trancher plus rapidement la question. Je crois que déjà, il faut bien se connaître. Moi, je prends un exemple, je suis quelqu'un de très décisive. Et quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, il me faisait péter les plombs parce que c'est un indécis. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, mais comment tu fais pour passer? Ben oui, mais tu comprends, mais il y a A, mais il y a B. Mais en même temps, si je prends A, j'ai pas B. Mais en même temps, si je prends B, j'ai pas A. Et je suis, oh, putain. Je me disais, mais que de nœuds dans ton cerveau. Mais bon, il est comme ça. Enfin, il est comme ça. J'aime pas trop cette expression, mais ce que je veux dire, c'est que lui, en fait, à ce moment-là, il est focalisé sur la perte et pas sur le gain, tu vois. Donc, comme il est focalisé sur la perte, ben, tu peux pas faire de choix parce qu'effectivement, tout ce que tu perds dans B, tu perds pas dans A, tout ce que tu perds dans A, tu perds pas dans B, mais dans tous les cas, tu perds quelque chose, donc grosse peine. Ah oui, bloqué. Ok. Voilà. Donc là, il faut lire Sartre, par exemple. Choisir, c'est renoncer. C'est ça. Donc déjà, se focaliser sur le gain ou sur la solution ou sur le positif, peu importe comment tu appelles ça, ça aide aussi à prendre une décision. Okay. Mais là, les indécis convaincus vont dire oui, mais du coup, si les gains, ils s'équivaut dans les... Non, ok. Ça, je vais en coaching, il dit oui, mais des deux côtés, les gains, ils sont cool. Ok. Bon, alors, ok. Alors là, ça peut être la problématique, encore une fois, peut-être de la croyance ou en tout cas de comment je tricote le problème dans ma tête. Soit parce que il y a une croyance sous-jacente qui va mener à ce qu'on appelle, nous, des pensées automatiques et que ces pensées automatiques vont venir parasiter la capacité à faire un choix. Par exemple, peut-être que moi, j'ai tricoté une croyance sur moi-même qui est de dire je ne suis pas capable de prendre de bonnes décisions. Et donc, forcément, avec une croyance comme ça, si tu veux, t'es en train de prendre des décisions. Parce que c'est clair. Ton cerveau va générer ce que nous on appelle des pensées automatiques. Donc, au moment où tu vas faire le choix, tu vas te dire de toute façon, je vais pas y arriver. De toute façon, quoi que je décide, ça sera foutu. Quoi que je décide, ça sera une mauvaise idée. Je sais pas quoi. Et ces pensées automatiques, elles sont très furtives par définition. Donc, souvent, on n'a même pas conscience en fait qu'on a pensé ça. Conscience au sens neurologique de la chose, en tout cas. Et donc, ça peut tout à fait être cette problématique-là. Et donc, dans ces cas-là, il faut effectivement détricoter, entre guillemets, la pelote jusqu'à se dire, jusqu'à remonter à la croyance de, admettons, je sais plus ce que j'ai sorti comme croyance, mais voilà, je suis pas douée pour prendre des décisions ou de toute façon, tout ce que j'ai toujours décidé, ça s'est mal soldé, tu vois. Oui. Voilà, bon, ça, c'est une croyance, littéralement, au sens psychologique de la chose, c'est-à-dire la croyance que le bénéficiaire a sur lui, sur les autres ou sur lui-même et qui tient pour vrai sans preuve tangible de sa véracité. Définition de la croyance irréaliste. Et en fait, ces croyances-là, elles ont la dent dure parce qu'en fait, on les questionne pas. Le cerveau, il construit ses schémas de pensée là-dessus. Et donc, tu peux tout à fait construire tout un tas de schémas de pensée sur la croyance je ne suis pas capable de décider quelque chose d'intelligent. C'est extrêmement violent comme croyance quand même. Mais, et du coup, tu n'arriveras jamais à prendre des décisions. Ou alors, comme je reviens à ce que je disais au début, l'espace mental est complètement parasité. Ce qui est quand même le schéma très classique de la non-prise de décision. Et donc là, tu n'y vois pas clair, en fait. Et j'en reviens à ce que je disais, faites de la place dans vos têtes, allez, j'en sais rien, moi, peindre, danser, marcher dehors, faire du poney, ce qui vous vide la tête. Mais il faut faire de l'espace mental à un moment donné. Des fois, tout simplement, lâcher prise, accepter que peut-être si contre vents et marées, on n'arrive pas à trancher, c'est que c'est pas le bon moment pour trancher, en fait. C'est qu'on n'a pas les éléments nécessaires, suffisants, pour trancher. Ou alors, ce qui arrive souvent,
c'est pas qu'on n'a pas tous les éléments, mais c'est qu'on va avoir tous les éléments rationnels et on n'arrive pas à trancher. On se dit putain, je sais pas pourquoi. J'ai pesé le pour, le contre, machin, et j'arrive pas à décider. Peut-être parce qu'au fond, il y a une intuition que tu n'arrives pas à écouter qui est en train de te dire c'est pas le bon moment. Ok. Prends ton temps. Et j'en reviens à mon histoire de patience. Des fois, c'est pas le bon moment. Donc, soit aller voir les croyances, soit traiter un petit problème d'impatience, se reconnecter encore une fois à ses ressentis, son intuition, surtout quand on est créatif, c'est important. Parce que peut-être que c'est elle qui est en train de dire pas le bon moment, ou qui est peut-être en train de dire en fait c'est un non-choix. En fait, peut-être que le choix c'est pas français ou anglais. Peut-être que le choix c'est est-ce que je chante ou pas. Oui. Et peut-être que ce choix il est suffisamment terrifiant pour que tu n'aies pas envie de t'y concentrer, que tu préfères te concentrer sur des choses plus superficielles. Bien sûr. Oui, on peut pas juste. Oui, tout à fait. Et on peut juste pas juste plouffer quoi, genre français, anglais, je chante pas. C'est oui. Et ça doit être tellement tortureux d'être dans un pas dans un cerveau aussi obscur, parce que moi je vois vraiment comme quelque chose d'obscur. Je suis un peu comme toi, moi non pas. Oui, ok, j'ai des idées un peu rapidement comme ça. J'aime bien choisir plein de trucs et tout. Mais oui, je me suis déjà plantée. Oui, j'ai fait des mauvais choix. J'ai pas forcément écouté mon intuition. Enfin, j'ai fait plein de boulettes. Mais j'ai fait des choses. Et je suis pas restée dans une espèce d'immobilité noircie par... alors, ça veut pas dire que j'ai pas de peur. Hein. Je flippe comme tout le monde, pas de souci. Hein. Je suis tout à fait normale. Mais c'est vrai que oui, il faut arriver à mettre ça de côté comme on peut avec ce qu'on peut et du coup avoir des gens comme toi autour de soi pour pouvoir prendre du recul du coup, parce que je pense que c'est aussi important de pouvoir discuter de ça avec d'autres personnes. Complètement. Déjà, il y a un truc très important que j'ai pas dit et que tu fais bien de souligner, c'est l'action. Alors, je vais me tirer une balle dans le pied tout de suite. Pas l'action permanente, parce que ça, c'est pas bon non plus. Mais par contre, l'immobilisme est très mauvais. Et effectivement, plus on s'embourbe dans l'immobilisme, moins on va arriver à trancher quoi que ce soit et à prendre une décision. Faites des choses. Il y a des choses qui vont pas marcher. Tant pis, vous ferez avec. Déjà, vous le saurez que ça a marché ou non. Ça éliminera des pistes. Vous allez apprendre de ces choses-là, etc. Et au moins, on avance. Parce qu'effectivement, plus on s'immobilise, plus la peur cristallise le projet. Et plus ça va être difficile après de faire des choix. Et effectivement, prendre du recul par une activité qui nous plaît, par la pleine conscience, le yoga, le qigong, ce que vous voulez, la danse, peu importe. Et effectivement, le fait de se faire accompagner, au-delà de prêcher pour ma paroisse, mais c'est extrêmement important. Moi-même, je suis accompagnée parce qu'à un moment donné, même si c'est mon métier, j'ai besoin en fait d'un autre cerveau de l'autre côté, plus objectif et surtout qui est détaché des résultats, de la situation, des enjeux, et qui dit ça tu l'as pas vu, et tiens pourquoi tu me dis ça comme ça, ou je ne sais pas pourquoi. Ça permet d'élaborer ses pensées, ça permet d'être confronté à un regard extérieur, et ça permet éventuellement de changer de perspective, ou en tout cas d'élargir un peu le spectre, de dire ah ben en fait le truc là à côté je l'ai pas vu parce qu'en fait moi je suis focus, j'ai la tête dans le guidon depuis des semaines et des mois sur mon truc, peut-être même des années, et donc forcément il y a un moment où tu vois que ce que tu as envie de voir, puis on a des biais cognitifs, notre cerveau il génère plein de bêtises toute la journée, il est formidable mais il génère aussi des bêtises, et notamment on a ce qu'on appelle le biais de confirmation, l'hypothèse. Donc ton cerveau ne va sélectionner que ce qui le conforte. D'accord. À partir du moment où toi, tu es parti sur quelque chose, tu vas sélectionner tout ce qui vient confirmer la théorie. Donc, en bien ou en mal, d'ailleurs, soit dit en passant. C'est pour ça aussi que d'avoir quelqu'un de l'autre côté, un cerveau de l'autre côté, si je veux dire, bien sûr, ça permet aussi de dire non, ça non. Là tu es en train de voir ce que tu as envie de voir, mais tu as oublié le truc à côté là. Tu peux tourner en boucle pendant des heures sur le même truc, sur le même point noir, alors qu'en fait, il y a d'autres trucs à côté. Ah, c'est clair, moi j'ai une de mes coachées, si elle nous écoute, elle se reconnaîtra. J'ai interdit l'expression « mais en même temps », parce que c'était un calvaire pour elle, parce qu'elle me disait « oui, mais ceci, oui, mais en même temps, il y aurait ci, il y aurait ça, mais en même temps… » On va interdire cette phrase. En même temps, c'est nulle part, quoi. Ça veut rien dire. C'est ça. En même temps, c'est l'un ou l'autre, ou c'est ni l'un ni l'autre aussi. Oui, c'est ça. Et en l'occurrence, elle était souvent dans la situation de ni l'un ni l'autre. Donc après, ça tue ton estime de toi-même, parce que tu dis, du coup, j'avance pas et j'ai rien fait. C'est ça. Comme tu n'avances pas, j'ai peur. Et comme j'ai peur, j'arrive pas à décider, machin. Et je l'avais fait avec un peu de provoque. Là, pendant cette séance d'1 heure et demie, je ne veux pas que tu me dises cette expression, parce qu'en fait, je voulais juste contraindre son cerveau à un moment donné. Choisis ton corps, en fait, sur des petites décisions débiles. Je sais pas, j'écris en rouge ou en bleu, je sais pas, le bleu c'est beau, mais en même temps, oui, mais en même temps, oui, voilà. Voilà, non mais les deux en même temps, je peux faire un joli violet, un truc.
Tu cherches des Ouais, mais parce que tu vois, le truc en même temps, Mmh. je n'arrive pas à choisir, je veux les 2. C'est parce que je suis concentrée sur les pertes et je veux pas perdre quelque chose, je veux pas lâcher. Ouais. Et il faut lâcher. On peut pas tout avoir, on court pas tous les livres à la fois, hein. Non, c'est ça. J'aimerais qu'on fasse un petit écart, sur le stress. Parce que le stress, c'est aussi quelque chose qui brouille l'esprit, qui brouille la prise de décision, qui peut aussi, se conforter, mais aussi être carrément dans un immobilisme Mmh. permanent parce qu'on est stressé, qu'on a l'impression d'être une espèce de tornade ou une toupie ou un truc, voilà, c'est tout dépend comment chacun a sa vision du stress, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être, hyper étouffant et négatif, quand on construit un projet quel qu'il soit et quand on a envie de créer des choses, on est stressé, de la qualité du truc, on est stressé du rendement, encore une fois, on est stressé de, est-ce que ça va être bien perçu? On est stressé, Mmh. de est-ce que, je peux me lever tôt? Enfin, est-ce que je peux me lever tard et pas forcément être obligée de me lever tôt? Enfin, voilà, il y a plein de stress qui peuvent être liés à ses propres croyances, à son propre environnement et à sa propre éducation, mais il n'empêche que ça reste du stress. Comment Mmh. est-ce qu'on peut, en prendre soin, l'accepter et le diminuer? Mmh. Alors, déjà, comme tu l'as dit, le stress, ça génère un esprit embrouillé, oui, et un esprit embrouillé génère du stress. Mmh mh. Petit 1. Petit 2, tu as très bien fait de dire comment on peut l'accepter d'abord et le diminuer ensuite. Mmh. Parce qu'effectivement, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir à tout prix, tout prix, tout prix, le contrôler, le réduire et encore une fois, en fait, si on fait ça, tu te focuses sur le problème Bah oui. et donc par définition, le problème va enfler, va gonfler, va prendre toute la place et après on voit plus que lui et donc là, on tourne en rond parce qu'on voit plus que le problème. Donc la gestion du stress, il y a plusieurs aspects. Le premier gros aspect, c'est déjà une grosse partie du travail, les gens vont dire: «Oui, oui, je sais», parce qu'on le répète tout le temps, mais on le répète, c'est important, c'est déjà l'hygiène de vie. Mmh. Donc déjà, c'est d'avoir une alimentation qui est adaptée à nos besoins. Là aussi, on va dire: «Ouais», on nous dit tout le temps: «Bah oui, mais c'est vrai», parce qu'aussi une mauvaise alimentation qui est pas adaptée, ça va générer du stress déjà oxydatif d'un point de vue purement biologique et aussi on sait très bien entendu que, cette alimentation passe par nos intestins et que les intestins ont un énorme impact sur, notre psyché et sur nos émotions. Mmh. Donc voilà, par exemple, si on va toujours se coffrer de plats préparés, très, très gras, très sucrés, machin, je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience qu'on se sent quand même vachement moins bien quand on mange comme ça, parce qu'évidemment le corps en fout à traiter, on a moins d'énergie, etc. Une bonne alimentation, le sommeil, évidemment, c'est hyper important. De dormir suffisamment, mais de pas dormir trop non plus, parce que des fois on dit ouais, il faut dormir, dormir, dormir. Oui, mais enfin bon, il faut pas non plus, voilà, il faut trouver le bon rythme qui vous convient. OK. Euh, Ça m'amène justement au troisième point, c'est connaître son rythme et le respecter. Tu as parlé par exemple, est-ce que je peux me lever tard? Je vais prendre un exemple très concret dans mon appartement. Moi, je suis une couche-tôt, lève-tôt. Je peux me coucher à 21h30, il n'y a aucun problème. Je peux me lever à 5h30 du matin, il n'y a aucun problème. Je serai très efficace le matin. Par contre, le soir, c'est même pas la peine que tu viennes me faire chier avec le boulot. C'est-à-dire que vraiment, au Il y a max de plus ma vie, personne. là, c'est même pas la peine, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, les semaines de bourg, je peux bosser jusqu'à 20h et c'est vraiment exceptionnel et le max que je puisse faire. Sinon, pas à 17-18h, je commence à Mmh. diminuer. Et alors, à 22h, même pas me parler. C'est même pas, laisse tomber. Oui, non, là, tu ronfles. Ah, complètement. Mais même, en fait, c'est que même si je suis pas couchée, mon cerveau, il s'est barré, en fait. Il Ouais, dit, moi, ouais, ouais. hier, Tu n'es plus j'ai qu'une 5h30. enveloppe. En tout cas, mon cerveau n'est plus à ma boîte. En tout cas, OK. il est disponible pour autre chose. Et à l'inverse, j'ai un conjoint qui, lui, c'est tout l'inverse. Donc, il se OK. couche tard les soirs. C'est même pas la peine que tu lui poses une question à 7h du matin. Tu vas te faire bousiller. Euh, Par contre, Lui, il il peut arrive y pas aller. encore, quoi. Mmh. Ah non, lui, et puis mais ça sert à rien, quoi. Je veux dire, de toute façon, même si, parce que tu vois, c'est à la mode, morning routine, machin là, Miracle Morning, pardon. Mais si je le lève à 5h30 du matin, en plus pour faire de la méditation, alors là, franchement, j'en ris d'avance. Pauvre. Mais aussi pauvre de toi, parce que c'est toi qui vas avoir les foudres. Donc oui, oui, c'est compliqué. Non, mais voilà, je veux dire, c'est pas du tout son rythme. Et voilà, et si ton rythme, c'est plutôt de te lever tard et que bien sûr, ça ne te met pas en porte-à-faux vis-à-vis de rendez-vous client ou je sais pas quoi, bien Mmh. entendu, mais adapte ce rythme-là et ça générera déjà moins de stress. Moi, je suis clairement moins stressée en travaillant comme une ouf de 5h30 du mat à 15h Mmh. qu'en travaillant de 11h du matin à 20h parce qu'à 20h, je vais finir dans un état de stress Bah oui. beaucoup plus important que dans l'autre option. Donc voilà, l'hygiène de vie, le sport, hein, enfin l'activité physique d'une manière générale. Ça irait. Euh,
Voilà, s'aérer, voilà, au minimum, s'aérer, sortir prendre l'air, se changer les idées, si possible évidemment en activité physique, parce que c'est bon déjà pour votre santé, aussi parce que le sport en tant que tel va générer des endorphines qui vont permettre aussi de canaliser ces phénomènes de stress, et parce que voilà, ça, pour moi, ça fait partie d'une santé globale à la fois physique, mentale, émotionnelle et énergétique. Et après, si on sort de la catégorie un peu hygiène de vie, déjà, encore une fois, une fois n'est pas coutume, il faut calmer le mental. C'est-à-dire que si on est stressé, souvent, les pensées sont envahissantes. Donc, il y a une pensée anxieuse qui va se générer, et là, souvent, les anxieux, ils vont se reconnaître. La pensée anxieuse, en l'espace d'une seconde, elle est passée de « Ah, tiens, je suis en train de penser à ça », et le temps que je me rends compte, paf, elle a pris tout l'espace mental, et là, c'est la cata. Et là, grosse panique, voilà, je vais y arriver. Donc, encore une fois, ou alors ça va être, et puis généralement ils ruminent, les anxieux, ou alors tu as l'autre cas, c'est pas la rumination, c'est l'agitation mentale, donc là c'est le cerveau qui part en cacahuète, qui part dans tous les sens. Oh putain, et l'impôt, et l'URSSAF, et YouTube, et machin, et ma chanson, et mon clip, et Instagram, et voilà. Donc dans les deux cas, calmer le mental, encore une fois, pleine conscience, ça peut être du yoga, ça peut être la danse, bon, voilà, trouver son activité, mais il faut calmer ce flot de pensée. Je dis tout le temps à mes coachés, vos pensées ne sont que des pensées. Un principe de base de la pleine conscience, la diffusion cognitive. Je diffusionne de mes pensées. Toutes ces pensées ne sont pas pertinentes. Toutes ces pensées ne sont pas brillantissimes. Désolée de nous l'apprendre, mais nous ne sommes pas brillants au quotidien. Et donc, voilà, le cerveau génère à un moment des pensées stressantes, anxieuses, etc. Nous avons le choix de ne pas adhérer à ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible de ne pas adhérer à toutes ces pensées-là. Se reposer, évidemment, pour le stress. Encore une fois, vous allez me dire, je sais, mais je préfère le répéter parce que quand on se travaille à son compte, on a souvent du mal à se reposer. C'est aussi une question d'équilibre énergétique, mental, comme tu veux. Mais voilà, il faut aussi ramener l'activité, toutes les activités au repos, identifier, flexibiliser les croyances, encore une fois. Parce que peut-être que dans le schéma du stress, il y a des croyances en fait qui tournent en boucle. Je sais pas moi, si par exemple, si j'en ai une que j'ai tout le temps, il faut travailler dur pour réussir. La croyance que je retrouve tout le temps chez les entrepreneurs, le mérite, tout ça. Bah ça, c'est une pensée, c'est une croyance, pardon, qui va générer une tonne de pensées potentiellement anxieuses. Parce que du coup, je vais être anxieux de pas d'en faire assez, je vais être anxieux de pas faire assez de chiffre d'affaires, ou pas assez de vues, ou pas assez d'abonnés, je sais pas quoi. Ouais, puis le curseur de, encore une fois, travailler dur, c'est à quel moment que c'est trop dur c'est ça, à quel moment Puis tu t'imagines, psychologiquement, c'est de te dire à quel point j'en chie assez. C'est clair. Pour m'autoriser à mériter. Enfin bon, bref. Mais ouais, donc dans le stress, il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, la partie hygiène de vie, on le répète et répète, mais si on le dit autant, c'est parce que c'est vraiment important. En tout cas, il n'est pas nécessaire d'aller faire tout le reste si pour après, c'est bouffer n'importe quoi, dormir 2 heures par nuit, jamais s'arrêter. Voilà. La partie effectivement plutôt psy, mentale, identification, flexibilisation des croyances, et puis calmer le flot de pensée d'une manière générale, quoi. Et comment est-ce qu'on peut calmer le flot le flot de pensée? Le yoga? Ouais. Ah ouais, il y a eu un blast, voilà, police. Non, mais effectivement, en fait, ce qui va vous aider le plus, c'est la pleine conscience. Mais quand je dis pleine conscience, je parle certes de la pleine conscience en tant que telle, mais d'une manière générale, en fait, de s'ancrer dans l'instant présent. Même si vous êtes des hermétiques à la pleine conscience parce que ça vous emballe pas ou parce que ça vous fait un peu flipper ou quoi que ce soit, d'une manière générale, c'est d'arriver à s'ancrer. Par exemple, je fais la vaisselle. Et c'est vraiment hyper difficile, mais c'est arriver à se concentrer sur je fais la vaisselle et pas oh putain j'ai pas payé mon URSSAF, oh putain j'ai pas rappelé ma mère, je sais pas quoi, voilà, tu vois. Et en fait les pensées foutent le camp tout le temps. Et le travail de pleine conscience fondamentalement, c'est celui de porter son attention volontairement sur un objet en question. Et donc le travail de pleine conscience, c'est-à-dire la pensée a foutu le camp, je m'énerve pas, je la ramène. Je fais la vaisselle, mon URSSAF, ok, c'est pas grave, je fais la vaisselle. Ah putain, je peux plus la merde, c'est pas la vaisselle. Et c'est à force de faire ce travail de ramener l'attention à ce que vous avez décidé d'observer que le flot de pensée va se calmer. Alors effectivement, après on peut faire de la méditation, on peut faire de la relaxation, on peut faire de la visualisation, on peut faire de la respiration, on peut faire du yoga, on peut faire du qigong, on peut faire de la danse, mais le sport, d'une manière générale, peut être un travail de pleine conscience. Tu vois, si par exemple, je sais pas, vous faites votre muscu et que vous êtes hyper concentré sur les sensations que vous avez sur vos muscles et tout, c'est de la pleine conscience après tout. On n'est pas non plus obligé d'aller méditer sur le sommet de l'Himalaya pour faire de la pleine conscience. Mais ça, c'est le phénomène de. Puis il y a plein de compétences, si je puis dire ça comme ça, associées à la pleine conscience. Par exemple, la diffusion cognitive, qui est une compétence qu'on peut travailler. C'est-à-dire, je diffusionne de ma pensée, j'observe ma pensée. Et un peu comme les nuages, quoi.
j'observe les nuages, je peux que les observer. J'ai pas de prise, je peux pas les attraper, je peux pas les Bien contrôler. sûr. Les pensées, c'est pareil, j'observe. Je laisse OK. passer. Je peux pas contrôler, voilà. Et en fait, plus on va s'accrocher Mmh. à cette pensée, encore une fois, plus on tourne en boucle dessus, plus ça Bien prend de la sûr. place, blablabla. Et après, je vois plus qu'elle, en fait. Mmh. Et là, je tourne en rond pour le coup, hein. J'aimerais juste souligner par un exemple le fait Mmh mh. que c'est important de penser à ce qu'on est en train de faire et de penser à l'instant présent du coup. Mmh Heu, mh. c'est que, je sais pas toi si ça t'est déjà arrivé, mais moi quand je fais quelque chose et que je ne pense pas à ce que je suis en train de faire, c'est le moment où je fais des conneries. Oui, tu fais n'importe Et quoi, c'est clair. voilà, déjà de base et c'est même à moitié dangereux, c'est que c'est possible que je sais pas, tu éteignes pas ton gaz, que tu ne fermes pas la porte à clé, que tu te fasses même mal à toi parce que tu regardes pas où est-ce que tu marches, tu te Mmh. prends un coup de tu tombes de ton trottoir, bref, peu importe. Moi, à titre perso, je me suis bloqué le dos comme ça parce Ouais. que mon téléphone s'est mis à sonner au moment où j'étais en train de me dire: «Mince, je suis en retard». Je me suis levée de ma chaise en pensant: «Mince, je vais pas avoir le temps de décrocher», mais j'ai quand même voulu décrocher. Donc j'ai eu 3 pensées en même temps avec 3 Putain. mouvements différents. C'est-à-dire, je suis en retard, donc il faut que je me dépêche. Je tends mon bras, je me lève en même temps. Ah bah, je peux te dire que mon dos m'a dit: «Crac» et que je suis restée en position, pas latérale de sécurité, mais Intermédiaire. pas loin. Ouais, voilà, le truc genre, je suis en mi-figue mi raisin et là, tu souffres et tu te dis: «Pourquoi j'ai voulu faire 3 choses en même temps?» Pensez à ce que vous êtes en train de faire mais pensez vraiment à ça, pas à être connecté en même temps de partout parce que ça, c'est dangereux. Ça ne va nulle part. Et d'ailleurs, tu vois, le simple fait d'être en retard, je peux être coupable, ça m'arrive tout le temps, hein, mais souvent, quand ça m'arrive, très souvent, c'est un problème de manque de conscience, en fait. Mmh mh. C'est très rare, en fait, que je sois en retard parce que, je sais pas, genre le métro, il y a un problème sur le métro, bon, bah, là, effectivement, j'ai pas le choix, tu vois? Mmh. Mais souvent, c'est qu'en fait, je suis pas en conscience du moment présent et OK. que du coup, je dis: «Oh putain, il est -10, je suis à la bourre», parce qu'en fait, j'étais absorbée par mon truc et que j'étais en train de penser à 45 «Il faut que je fasse ci, il faut que je réponde au téléphone, il faut que j'envoie le texto de machin, il faut que je prépare mon sac, il faut que je prépare mes affaires, machin» et morale de l'histoire, bah, il est -5 et tu es à la bourre, en fait. Bah Alors que oui. quand tu es dans l'instant présent, bon après je comprends que ce soit difficilement perceptible parce que c'est vraiment très loin de notre culture et qu'on le dit souvent ces dernières années, il faut vivre dans l'instant présent et tout, mais je comprends, c'est abscon comme truc, quoi. Genre, ouais, ok, t'es mignon, et comment je fais ça, quoi. Tu vois. Mmh mh. Et déjà, effectivement, ça passe par calmer le flot des pensées, en fait, Oui, parce que du coup, si tes pensées sont tout le temps en train de partir en cacahuète, bah, par définition, t'es pas là, t'es dans c'est ta ça. tête. Et ça, c'est aussi un phénomène de société, c'est que depuis petit, on est dans nos têtes et on intellectualise énormément les choses. Mmh. Ça, je l'ai eu l'autre jour, un moine bouddhiste qui m'a planté ça, il m'a laissé complètement KO, le mec. Il me raconte une anecdote improbable. Genre, on était au temple bouddhiste et il y a une nana qui vient pour le rencontrer et qui demande à le rencontrer. Et lui, il pouvait pas parce qu'il était aux enseignements. Et voilà. Donc la personne dit ok, bah laissez-lui ce colis de ma part. Et puis la personne est partie. Mmh. Et quand le moine a récupéré le colis, il y avait un énorme paquet de sel et un sèche-cheveux. OK. Voilà, pas de mots, pas d'explication. Il sait pas qui est la nana. Tout bon. Et donc il me raconte ça en rigolant, genre je comprends pas quoi, c'est improbable ce truc, je sais pas ce que ça veut dire. Et il me dit bon, peut-être je comprendrai jamais en fait. Et moi naïve, je lui dis: «Oh, bah, vous finirez bien par trouver une explication». Et là le mec il me met KO, il me dit: Ou pas. En fait, c'est peut-être pas nécessaire de savoir pourquoi. Ah ouais. Peut-être que je comprendrai, peut-être que je Mmh. comprendrai pas, mais il me dit: Vous savez, si vous cherchez à tout prix une explication, vous allez en trouver une. Mmh. Est-ce qu'elle sera vraie? Est-ce que ça sera la bonne? C'est pas sûr. Et c'est comme si vous voulez absolument cueillir un fruit dans un arbre. Bah, vous allez forcément en trouver un. Il sera peut-être pas mûr, mais vous allez en trouver un, quoi. Mmh. Il me dit avec les explications, c'est pareil. Et il me dit peut-être qu'en fait, je le saurai jamais. Et c'est peut-être pas très grave, en fait, de pas le savoir. Et C'est ça, vrai. pour nous, c'est extrêmement perturbant parce que nous, on est Surtout qu'on veut toujours. tout savoir. C'est ça. Et puis nous, on a un héritage cartésien. Je pense, donc je suis. C'est ça. T'imagines ce truc? Donc si je ne pense pas, je ne suis pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le mec, il a Bon, là, démoli ça en une demi-seconde. c'est ça. Bon, bah là, je me suis mis tous les cartésiens à dos. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai mis ce truc-là sur Instagram il y a quelques jours. Et il y a un mec qui a commenté René Descartes a quitté la conversation. Énorme. Alors, visiblement, le mec n'était pas du tout en accord avec le propos du moine, ce que je peux comprendre. Hein, mais c'était une vanne quand même. Et Ouais. j'étais sûre, c'est anti-cartésien de dire ça. Et nous, on a cet héritage cartésien de il faut comprendre, il faut expliquer, il faut savoir. Alors, dans une certaine mesure, c'est très bien, bien entendu. Même le bouddhisme n'est pas contre ça, puisque c'est l'explication des phénomènes. Et que ils peuvent pas être contre ça, hein, parce que par Mmh. définition, un des 3 fléaux dans le bouddhisme, c'est l'ignorance. Donc, le remède, c'est la connaissance. Mais il y a connaître, savoir, apprendre, machin. Et puis il y a être obsédé à absolument Bien vouloir sûr. trouver une explication à tout. Tu Mmh. Qui peut être un peu interprété comme, du surcontrôle.
fait? Complètement. Et ça, c'est souvent que, on va être dans cette tendance à contrôler. Alors ça peut carrément être un phénomène d'intellectualisation, où j'intellectualise tout et cetera, et ou accompagné effectivement d'une tendance au contrôle qui souvent est un moyen de reprendre, le dessus sur des phénomènes anxieux au Mmh. sens large, hein. Et donc, ça, on est à peu près tous d'accord, hein. La médecine occidentale le dit comme ça. Si tu le prends du point de vue des chakras, par exemple, on va dire qu'un chakra du plexus solaire, Manipula chakra, il va prendre le dessus sur un chakra racine qui est trop déficient, Mmh. Muladhara chakra, qui est lié à l'enracinement, à la stabilité, etc. Donc, si lui, il est trop déficient, tu vas avoir des reprises énergétiques au-dessus. Mais même si tu veux rester dans un champ de médecine occidentale, je pense que tout un chacun conçoit ou a déjà fait l'expérience que quand on est très anxieux, dans la peur, etc., eh ben, on va essayer de reprendre le contrôle sur la situation pour se rassurer, ce qui Mmh. généralement est un cercle vicieux. Parce que plus on essaie de reprendre le contrôle, plus on va se rendre compte qu'en fait, C'est on ça, n'en a pas. Et et donc, plus ça c'est stressant. angoisse. Voilà, exactement. Ouais, ouais. J'aimerais quand même faire un petit parallèle, sur le travail en équipe parce qu'on dit que des fois, enfin, c'était ce qu'on disait, que des fois, c'est peut-être pas forcément, opportun ou nécessaire de tout savoir. Ça ne veut pas dire de ne pas être transparent avec son équipe. Ça veut dire pouvoir dire les choses, les dire, au bon moment, aussi possible, Mmh. et les dire avec, les bons mots aussi. Mmh. Hem, il n'est pas forcément nécessaire de toujours tout dévoiler tout le temps. Genre, je suis en conversation téléphonique, je raccroche, je dis tout, comme ça, genre, direct, à brûle-pourpoint, sans parenthèse, sans contexte, et cetera. Ou du coup, bah, tu pas l'info, tu as tout en pleine gueule et démerde-toi. C'est pas forcément la solution. Par contre, prendre le temps de digérer et de, converser correctement avec les bons mots, lors d'un café ou j'en sais rien comment vous discutez entre vous, mais, voilà, un moment où la personne est, libre d'esprit pour entendre la chose, et comme ça, on peut aussi apaiser, des interrogations, du stress et des angoisses parce qu'on a quand même une information. Peut-être pas dans son ensemble, peut-être pas, comme elle était au départ, mais en tout cas, elle est là. Donc vraiment faire la part des choses entre les 2 façons de s'informer et d'informer l'autre, quoi. Oui, oui, et puis dans la notion aussi de la communication, par exemple en équipe, hem, pour, par exemple, reboucler sur un truc qu'on disait au début, la notion de responsabilisation aussi. Et que Mmh. plutôt de dire, par exemple: «Il m'a, mis en colère», non, tu t'es mis en colère sur ce que la Bien personne t'a sûr. dit. Tu aurais absolument pu choisir une autre réaction. Et encore une Mmh. fois, je dis pas que c'est facile de choisir une autre réaction, surtout, par exemple, si on est quelqu'un d'un peu sanguin, un peu colérique, quoi. Mais, et ça, c'est un phénomène souvent, moi, des fois, je me rends pas compte parce que forcément, je suis entourée de gens qui sont branchés, psycho, développement personnel, yoga, bouddhisme, machin, mais, Mmh mh. par exemple, quand je retourne dans ma famille où il y a des gens qui sont pas forcément branchés là-dedans et que je parle de ça, soit ils me regardent en mode, OK, il va courir avec Qu'est-ce lui, qu'elle a fumé encore? ouais, laisse-le tranquille, hein. Soit ils me regardent en mode, «Ouais, mais toi, tu montres des bisounours, mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça». Ça, je l'ai Ouais. tout le temps. Et non, en fait, enfin, je suis pas en accord avec ça parce qu'en fait, ça déresponsabilise la personne. Si la personne en face de toi, elle est également déresponsabilisée, ça mène à des situations qu'on connaît bien. C'est-à-dire, en fait, Mmh. c'est jamais la faute de personne C'est ça. et on se pourrit la gueule parce que c'est toi le connard, c'est toi qui sais pas me parler, c'est toi qui Mmh. blablabla, je sais pas quoi, tu vois? Donc du coup, le fait de renverser le truc en se disant: «En fait, c'est ma responsabilité de donner ce que je juge être la meilleure réaction à cette discussion et également je prends ma responsabilité de, comme tu disais effectivement d'employer les bons termes au bon moment et voilà et de pas aller agresser la personne en me disant, «Tu fais chier, t'es trop ceci ou t'es trop cela». C'est moi, c'est difficile à vivre pour moi parce que Mmh. quand tu fais ceci ou cela, ça m'énerve ou je sais pas quoi, tu vois? Déjà ça change un peu, ça change complètement d'ailleurs Totalement, totalement. la communication et c'est un peu plus apaisé. Alors même si ça paraît peut-être un peu hippie, un peu bisounours là, ce que je raconte, le fait est que voilà, être dans une notion tout le temps de déresponsabilisation, de c'est l'autre qui m'a énervé, c'est lui qui est un connard, bah, ça généralement ça mène à rien. Mais C'est je ça. souligne juste parce que à l'inverse, je fréquente beaucoup de gens dans ce milieu-là qui vont me dire: «Beh, j'ai dit ça à la personne, elle l'a mal pris. Ah bah, c'est pas ma faute, c'est sa responsabilité». Ah ouais, mais ça, c'est presque facile, Oui, quoi. mais bon, alors voilà, c'est-à-dire qu'en même temps, si si tu lui as bazardé ça, je sais pas, genre si la personne a été déjà accablée, que toi tu es venu lui balancer ça et que tu lui as C'est dit avec, ça. véhémence, c'est un peu facile de dire, c'est sa responsabilité de le gérer. Donc c'est pour ça que Mmh. je souligne un peu parce que des fois on peut se cacher en disant: «Ah bah ouais, mais du coup c'est l'autre sa responsabilité». C'est clair, À partir du moment où tu as pris ta responsabilité à toi de délivrer ce message, le mieux possible, quoi. c'est clair. J'aimerais qu'on termine sur un point,
un peu important et qui est aussi revenu, pas plus tard que la semaine dernière de la part d'une artiste, que j'aime beaucoup, et qui est venue et qui m'a parlé de ses angoisses et de son stress que lui apporte son projet musical et l'environnement, créatif et comment est-ce qu'on construit un projet. Bref, son besoin premier, c'était: «Je me sens seule, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de parler, je suis hyper seule, je veux plus travailler seule, je veux plus me sentir seule». Et finalement, c'est ce qui rend précaire un projet, une construction de projet, c'est la solitude. Comment est-ce qu'on peut vaincre, c'est un grand mot, mais comment est-ce qu'on peut, hem, diminuer à la fois le sentiment de se sentir seul et comment est-ce qu'on peut ne plus être seul physiquement? Quels sont comment ouais, voilà. Mmh. Non, mais alors la solitude déjà, c'est vraiment une problématique et peut-être la problématique, la plus, présente chez les Mmh. entrepreneurs, tous profils, confondus, hein. Totalement. D'ailleurs pour, l'anecdote, on n'a aucun chercheur en France qui s'occupe du bien-être au travail des entrepreneurs. Il y en a un à Montpellier, si ça intéresse, qui s'appelle Olivier Torres et encore c'est un chercheur d'économie et pas de psychologie, Mmh. qui a travaillé un petit peu là-dessus et notamment il a fait un papier édifiant sur la solitude des dirigeants. Donc voilà, c'est dire que si cette problématique est connue, c'est qu'elle est vraiment problématique parce que Mmh. pourtant les entrepreneurs, on s'inquiète pas trop de leur quotidien. Ouais, Donc effectivement, la solitude, c'est très, très problématique, à la fois, comme tu le dis, physiquement parlant et dans sa tête, si je peux dire ça comme ça. totalement. Donc effectivement, il y a, on va dire, la solitude physique. Mmh. Alors là, ça peut être, alors c'est un peu plus facile pour les urbains qui nous écoutent, mais d'aller travailler dans des cafés, rejoindre des coworking quand c'est possible, Mmh. aller faire du networking, faire du réseau, voilà, de manière générale, engager un travail pluridisciplinaire. Euh, bon, alors, je connais pas trop votre milieu, alors je vais pas dire de bêtises, mais par exemple dans le mien, eh ben, moi je suis plutôt spécialisée en psychologie positive. Je pourrais très bien travailler avec quelqu'un, par exemple de la psychanalyse, qui est pas du tout mon univers, et comme ça, on pourrait, je sais pas, faire un projet là-dessus. Enfin bref, voilà, Mmh. travailler avec d'autres gens, mener des projets à plusieurs. Et même si vous êtes perdu dans la campagne française et que vous êtes loin des villes, parce que généralement il n'y a pas forcément des coworking dans les petits, dans les zones rurales, vous pouvez très bien aujourd'hui avoir un binôme entre guillemets, Mmh. même plus, hein, mais en visio, Skype ou quoi que ce soit. Ça, j'en ai beaucoup, moi, sur le groupe privé de Bien dans ta boîte, qui, sur Facebook, qui ont des binômes, en fait, Mmh. des fois qui se rencontrent sur le groupe ou ailleurs d'ailleurs, mais et voilà. Et ça leur permet de bosser ensemble, etc. Et moi, ça m'arrive de temps en temps, notamment avec des entrepreneurs que j'ai rencontrés sur Instagram, par exemple, où on est devenus collègues, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, bah, on échange, on se fait le samedi matin Skype thé, et presque comme je le ferais avec les entrepreneurs sur Mmh. Lyon, sauf que voilà, on n'est pas dans un café, on est dans nos salons, mais bon, voilà. Donc, travailler à plusieurs, aller dans des cafés, faire du réseau, networking, éventuellement travailler dans un coworking quand c'est possible, ou prendre des bureaux à plusieurs. Moi, j'ai plein de mes collègues Mmh. entrepreneurs qui ont des bureaux à plusieurs. Et si c'est plutôt une solitude, on va dire, dans le ressenti, ce que je comprends tout à fait, parce qu'on peut tout à fait être extrêmement entouré quand on est entrepreneur et se sentir terriblement Sentir seul seul. là-dedans. Ouais, ouais. Soit parce que on n'a pas d'autres entrepreneurs autour et du coup on ne se sent pas forcément compris par l'environnement, soit parce qu'on a des entrepreneurs autour et ça n'empêche pas qu'on puisse se sentir seul, ou parce que c'est des entrepreneurs Mmh. avec lesquels on n'est pas dans la même façon de voir les choses ou quoi que ce soit. Donc déjà le premier point, effectivement, dans la mesure du possible, c'est de s'entourer d'entrepreneurs. Alors ça, je sais que c'est un sujet de débat sans fin. Je dis pas de n'avoir que des entrepreneurs autour de soi, parce que c'est bon aussi de, de fréquenter quand même d'autres gens. Mais franchement, je parle aussi là, en dehors de ma casquette de coach, mais juste de mon expérience personnelle. Notamment en octobre-novembre, là, c'était mon retour karmique. Là, j'ai eu plein de merde au boulot. Franchement, j'étais quand même contente d'avoir des entrepreneurs autour de moi. Mmh. D'une, pour me conseiller, mais de deux, juste parce que à ce moment-là, c'est pas méchant, mais c'est pas mes copines salariées que j'avais envie d'appeler. Ah bah oui. Parce que oui, bien sûr qu'elles allaient être en compassion, en empathie avec moi parce qu'elles sont sympas. C'est mes copines, elles sont sympas. Mmh. Mais elles comprendront pas non Bien plus à sûr. quel point, c'est normal, hein. Et du coup, là, j'étais contente d'avoir des entrepreneurs, ben voilà, qui comprennent, qui compatissent. Et surtout, franchement, je trouve que c'est un milieu, globalement, qui est un milieu extrêmement solidaire. Mmh. Vous avez des cons partout, c'est évident. Mais c'est généralement un milieu qui a quand même l'habitude de grandes difficultés, de gestion du stress, d'emmerdes judiciaires, comptables, machin. Donc, Mmh. souvent, c'est plutôt solidaire. Et moi, en tout cas, j'ai la chance que les 2 fois où j'ai eu vraiment des grosses merdes et où je les ai appelés, tout le monde a dit OK, rendez-vous telle barre, telle heure. Mmh mh. Et on prend 1 heure pour débriefer, 1 heure pour que tu vides ton sac et 1 heure pour bouffer ou manger ou penser à autre chose, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, je pense que s'entourer d'entrepreneurs dans la mesure du possible. Encore une fois, si on les a pas en physique, on peut aussi les rencontrer ailleurs, hein, Mmh mh. avec c'est l'avantage des réseaux sociaux.
C'est vrai. Rejoindre des groupes Facebook, par exemple, il y en a plein, 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 hein, des groupes Facebook d'entrepreneurs, etc., pour se soutenir. Des groupes physiques, évidemment, si c'est possible, c'est toujours plus sympathique. Mmh. Et dernier point, se faire accompagner. Alors déjà, effectivement, ça brise la solitude, certes, parce qu'on est avec un être humain, mais parce qu'on va se sentir moins seul aussi. On a quelqu'un sur qui s'appuyer, on a quelqu'un qui demande des conseils, on a quelqu'un voilà, avec qui échanger, quoi, tout simplement. C'est Hein. clair, c'est clair. Alors dans Ça peut l'industrie être aussi, musicale pardon. ouais, excuse-moi, vas-y, je te laisse terminer. Non, non, je disais, ça peut être aussi de changer de perspective sur la situation. Alors là, c'est délicat, hein, ce que je dis là, parce que si on se sent vraiment seul et qu'on en souffre, il faut pas écouter ce conseil-là. Mais si c'est plutôt une problématique plus superficielle, on va dire, voilà, qui nous peine pas, parce que la solitude, ça peut être vraiment très très difficile psychologiquement à vivre. Des fois, ça peut être juste un changement de perspective. J'en ai déjà rencontré des entrepreneurs hein, en coaching qui se plaignaient d'être seuls. Et en fait, quand on fait l'exercice, notamment des forces en psychologie positive et des ressources, bah, la première ressource qui me sortait, c'était ma famille, mes amis, mon réseau. Ah oui, donc Alors tu je me pas dis, seule. bah les gars, Mmh. alors après, encore une fois, tu peux les avoir à te sentir très Mmh. seul, mais en fait, en faisant l'exercice, il me dit, ah ouais, non, franchement, je suis quand même de mauvaise foi, parce Ouais. que telle personne, elle me soutient, puis telle personne, elle m'appelle tout le temps. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, des fois, ça peut aussi être un changement de perspective, c'est que des fois, encore une fois, on va être focalisé sur le problème, Mmh. et donc on voit plus que ça, sa solitude. Alors, des fois, on n'est pas si seul que ça. Mais ça, évidemment, ça ne concerne pas ceux qui se sentent vraiment très seuls et qui doivent absolument demander de l'aide, hein, parce que faut pas rester seul. Ça, je pense que c'est Ouais. pire. Le stress, tout ça, franchement, ça bouffe la vie. Il faut pas rester seul avec ça non plus. Mais à la limite, quand on se sent soutenu, accompagné, épaulé, etc., c'est Ouais. difficile. Mais voilà. Mais alors, quand on se sent seul, ça peut être vraiment très pénible psychologiquement. Oui, oui. C'était vraiment très important de souligner ça, du coup Mmh. qu'il faut faire aussi un point sur quel est notre entourage, autour de Ouais. soi pour, qui est-ce que je peux appeler? Qui est-ce qui me soutient en fait, vraiment qui est là pour faire le point dessus en disant: «Ah oui, non mais en fait, oui, OK, j'ai telle personne, je ne suis pas seule». Donc dans mon cerveau, il faut que je comprenne que je ne suis pas seule, et mettre des choses en place si c'est le cas en Ouais. fait. Dans la Puis musique avoir l'humilité aussi, d'appeler, de demander parce que des fois, oui, on a plein de gens autour de soi et on n'ose pas. ouais, Alors des fois, ça peut être parce que peut-être que la personne en face, elle est pas, peut-être très empathique ou très compatissante, mais en mmh, quel cas, faut changer de relation. Mais des fois, on n'ose pas, en fait, c'est tout ça. simplement. Et d'ailleurs, on peut en témoigner parce que moi, je t'avais appelé, je sais plus, c'était peut-être l'été dernier où j'étais Mmh. pas bien et on se connaissait pas non plus depuis une éternité quand je Mmh. t'avais appelé. Et Ouais, juste à ce moment-là, d'avoir l'humilité de dire, en fait, là, ça va pas et j'ai besoin soit de conseils, soit juste de vider mon sac. Des fois, on c'est a ça. même pas envie de conseils, mais voilà. Donc aussi, ouais, d'avoir l'humilité de demander, de dire là ça va pas, là j'ai besoin d'un conseil, là je suis bloquée, là je suis Bien pas de bonne sûr. humeur, là je suis triste, machin, et, et de se faire accompagner. Parce que je sais que quand je dis ça, je le comprends. Les gens ils disent bah ouais, mais se faire accompagner c'est mignon, mais ça coûte de la thune. Je sais. Euh, mais la thune, il faut aussi savoir l'investir. Alors bien sûr, si vous en avez pas, vous n'allez pas l'inventer, on est d'accord. Hein. Mmh. Mais il y en a plein qui peuvent avoir les moyens. Après, c'est une question de priorité aussi. Hein. Oui. Et moi, je sais que là, en février, comme tu le sais, j'ai été très malade. Et mais ni une ni deux, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin de cette période de maladie, j'ai dit là, j'ai besoin d'être accompagnée. Mmh. Donc, je suis retournée chez le psy, j'ai fait un travail thérapeutique et là, j'ai ressenti le besoin d'y Mmh. aller à nouveau. Et je le dis aussi parce que je veux qu'on casse la honte en fait autour de ça. Ah mon Dieu, tu vas voir un psy. Ah bon, d'accord. Non, c'est bon. Enfin, on démystifie le truc, aller voir des psys, des coachs, machin. Au contraire, je trouve que c'est plutôt signe Ouais. de responsabilisation sur sa santé mentale. Et oui, ça me coûte un budget effectivement que j'y mettais pas avant, mais là, priorité à ma santé mentale, quoi, clairement. C'est ça. Encore une fois, oui, où est-ce que sont nos priorités? Est-ce Mmh. que c'est acheter des clopes, des vues ou est-ce que c'est essayer d'aller mieux? Moi, je sais que moi, j'ai un suivi thérapeutique, long terme parce que j'ai besoin de discuter, de vider mon sac à un endroit et de réfléchir sur moi, la vie, ce que je fais et cetera. Bref, c'est un budget que je garde exprès, et j'ai arrêté de fumer donc tant mieux, en fait, je peux continuer à prendre soin de moi, tu vois? C'est clair. C'est voilà, c'est où est-ce qu'on met nos priorités. Les endroits possibles pour moi se sentir seul dans la musique, parce que c'est vrai que généralement on est un peu chacun dans son coin. Je suis en train de créer mon petit bijou, faut surtout pas que tout le monde écoute. Et ben, bref, on peut être dans un truc un peu tortureux, un peu seul. Euh, on n'a pas forcément envie de s'exposer et les faiblesses c'est aussi tabou
pas que dans l'entrepreneuriat, mais aussi Bien dans sûr, la ouais. créativité enfin, c'est tabou de toute manière, tu as pas le droit d'être faible, surtout pas. Donc, les sessions de jam, il y en a énormément, d'aller faire de la musique comme ça, des bœufs, il y a des scènes ouvertes, voilà, ça c'est top. Meet-up, il peut y avoir énormément de chouettes rencontres à Lyon et partout en France. Des femmes dans la musique, des professionnels au sens large. J'avais moi-même, l'année dernière, j'ai organisé avec mon amie Romane des meet-up à Paris où c'était des sessions de networking. C'était pas le seul, donc creusez sur Meetup, les groupes Facebook, mon mail aussi, c'est possible, je peux être l'oreille. Voilà. Voilà, c'est simplement essayer de trouver des endroits, des personnes pour venir parler et encore une fois partager et apprendre de l'autre. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on se sent moins seul, c'est de Ouais, s'ouvrir ouais et aux puis autres. vraiment, enfin, après je connais pas le secteur de la musique, personnellement, mais d'une manière générale dans le secteur entrepreneurial, comme je disais, je trouve que c'est quand même un milieu solidaire et il y a quelques mois sur le groupe, privé Facebook, on a eu un des entrepreneurs, qui voilà, qui a posté, «Ça va pas du tout, j'ai pas le moral», voilà, qui a fait preuve d'humilité, de bah, voilà, «Ça va pas, c'est la merde, mon activité ça tourne pas, j'ai pas le moral et tout». Mmh. Et en plus, je le suis en coaching, donc j'étais contente qu'il fasse ce pas Bien de sûr. voilà, j'assume, ça va pas. Et les retours ont été top, quoi. Je veux dire, il y a des dizaines de personnes qui ont pris le temps de lui répondre dans la bienveillance. Alors évidemment, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui était pas bienveillant, je l'aurais jarté du groupe Ouais, dans ta j'avoue. boîte, mais tout le monde a été bienveillant parce qu'en fait, ils connaissent tous ces problématiques d'une manière ou Bien d'une sûr. autre. Même pour ceux qui sont futurs entrepreneurs et qui, pas, juste un minimum de compétences empathiques, tu es capable de te projeter à la place de Mmh. la personne qui écrit et donc tu viens la soutenir. Alors bien sûr, ça va pas régler son problème, à ce type-là, on est d'accord, mais déjà, il s'est pas senti seul, ça l'a un peu reboosté et surtout, il a enregistré qu'il y avait au moins un endroit où il pouvait venir demander de l'aide et du soutien. Et ça, déjà, c'est important. Je veux Oui. dire, c'est pas pour rien qu'on a des numéros verts pour que les gens puissent appeler. C'est que Mmh. ces numéros verts, ils sont extrêmement importants. J'ai dû en conseiller un la dernière fois d'ailleurs à quelqu'un qui est sur le groupe et qui va très mal. Mmh. Il faut pas rester seul, il faut appeler ces numéros si vous en avez besoin, ils sont là pour ça. Et oui, c'est pas, ça remplace pas d'avoir quelqu'un à la maison ou quoi que ce soit, Mmh. mais au moins on n'est pas complètement tout seul, quoi. Bien sûr. Et puis surtout, il y a des professionnels de l'autre côté, évidemment, Mmh. pour vous aider, quoi. Pour terminer, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on papote et c'était super agréable, mais il faut à un moment donné, mettre fin à tout ça. On a beaucoup parlé de l'entrepreneur. J'aimerais, enlever cette histoire du mythe de l'entrepreneuriat dans la musique, l'artiste entrepreneur et cetera et cetera. Il y en a qui peuvent entreprendre et avoir une vision entrepreneuriale de son projet, c'est-à-dire, vraiment Mmh. business. Il y en a d'autres qui ne le peuvent pas, qui ne le veulent pas et c'est pas Mmh. grave. Le tout, c'est de créer et quand on crée, on entreprend quelque chose. C'est une action et c'est C'est donc clair. un mindset et donc j'aimerais vraiment, voilà, souligner ça qu'on a beaucoup parlé de l'entrepreneur, mais vous êtes tous d'une manière ou d'une autre entrepreneurs de quelque chose. Voilà, Entrepreneur de votre vie, en fait, tout c'est ça? simplement, hein. Mmh. Entrepreneur, comme tu dis, c'est un état d'esprit, hein. Il y a plein de salariés qui sont entrepreneurs, hein. Mmh. Enfin, c'est ma vision des choses en tout cas, mais Oui, voilà, parce qu'ils sont entrepreneurs de leur vie, ils créent des choses, peut-être des associations, peut-être c'est des ça, projets culturels, c'est ça. associatifs, artistiques, ouais, Il y a complètement. entreprendre entreprise, il y a entreprendre, vouloir juste, je sais pas, enfin moi j'entreprends, de tricoter une fois par semaine. Bah voilà, mais c'est Ouais, pas mon mais c'est ça, ça business, peut mais être c'est une aussi de action créer quoi, ton c'est quelque chose. potager, de Voilà, c'est ça. entrepreneur de sa vie, se donner les moyens Mmh mh. d'avancer, créer des choses, il y a plein de domaines. Moi, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Par exemple, sur le groupe privé, est-ce que tu n'acceptes que les entrepreneurs? Et je dis: «Bah, ouais, mais tout dépend déjà de ce que tu appelles entrepreneur», tu Mmh. vois? Et on m'a déjà posé la question de: «Est-ce que tu acceptes les artistes?» Je dis: «Ouais, pour moi, ça fait partie de l'entrepreneuriat, les hommes et les femmes politiques, pour moi, sont des entrepreneurs, Mmh. voilà, les gens qui ont des projets, culturels, enfin bref, Totalement. c'est des sportifs aussi, je trouve, Mmh. dans un sens où c'est des entrepreneurs, hein, ils entreprennent leur vie, quoi, donc Mmh. carrément. C'est ça. Voilà, c'était important de le préciser aussi, voilà, pour démystifier et puis on va pas commencer à culpabiliser, ceux qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas entreprendre business, mais voilà, Complètement. c'est une façon de Et qui se créer sentent et de pas voir les entrepreneurs choses. aussi, quoi. Oui, voilà, c'est ça, clairement, des fois, c'est pas un choix, mais d'une manière ou d'une autre, on l'est. Voilà, c'est tout. Ouais et puis voilà et acceptation émotionnelle, Oui, totalement. pleine Est-ce conscience, tout ça. est-ce que tu as des choses à rajouter, qu'on aurait zappées, qui te paraissent essentielles? À la fois énormément, qui serait Mmh. essentiel, mais on va pas parler de tout, évidemment. Non, faites, ouais, si, peut-être à la limite, par rapport à tout ce dont on a parlé, de ressouligner l'intuition. Après,
c'est peut-être un cliché que j'ai la sensation que peut-être dans les milieux artistiques, on a peut-être un peu plus de facilité à écouter son intuition que dans des milieux peut-être plus scientifiques, par Oui. exemple, où ça peut être plus difficile parce que c'est mal vu. Voilà, tu parles d'intuition, on te regarde genre, ouais, d'accord, toi, t'es chez père complet. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas toujours facile. Hein, j'imagine que c'est un cliché que j'ai de l'artiste qui s'écoute et tout, tu vois. Donc oui, parce que je pense que pour un entrepreneur, encore une fois entrepreneur au sens large, l'intuition c'est hyper important. Oui. Parce qu'il y a une part de feeling et la capacité d'être adaptable à la fois à son marché, notamment le marché de la musique, vous le savez tous mieux que moi, qui a vécu énormément de mutations ces dernières années et j'imagine qui en vit encore, hein, et comme tous les marchés, mais peut-être celui-ci en particulier a énormément changé, quoi. Donc d'être adaptable d'un point de vue business, mais l'adaptabilité, c'est une capacité aussi psychologique, hein, ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Plus vous gagnerez en flexibilité, plus tout ce qu'on a évoqué avant, lâcher prise, gérer le stress, être créatif, etc., ça sera facile. À condition qu'on soit enraciné, c'est exactement la métaphore du roseau, par exemple, qu'en Asie, ils utilisent beaucoup. Qui plie au gré du vent mais qui casse jamais, tu vois. Ben, c'est un peu ça. C'est d'abord je construis un projet, une activité, et moi-même avec ce projet, cette activité, on pose des fondations solides, on s'enracine, on s'ancre. Et une fois que les fondations sont solides, c'est-à-dire je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je connais ma cible, je connais mon positionnement, blablabla. Et une fois que ça c'est solide, alors j'irai construire le reste. Et dans la construction du reste, bah, vous aurez des merdes, vous aurez des échecs, vous aurez des contrariétés. Mais là, c'est la capacité de plier, de s'adapter, de lâcher prise. Si les fondations sont solides, parce que sinon, évidemment, en premier coup de vent, ça déracine, quoi. Mais donc, de prendre le temps de bien faire des fondations, on n'est pas pressé. Alors, des fois, je sais qu'il y a des contraintes familiales, financières, etc. Mais de toute façon, ça, c'est une conviction personnelle. Mais moi, je crois que la vie va vous forcer à aller dans le bon chemin. Et il y a plein de choses, des fois, où on lance des projets, etc. Et contre vents et marées, mais ça ne fonctionne pas, quoi. Si ça ne fonctionne pas, laissez faire les choses. Je sais que c'est pas facile, mais il y a peut-être une raison pour laquelle ce projet ne fonctionne pas. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon projet. Vous ferez autre chose. Voilà, on fera autre chose, quoi. Oui. Je crois qu'on va terminer là-dessus parce que c'est tout dit. C'est un super résumé. On ne peut pas aller plus loin. Voilà, c'était parfait. Ouais, et puis si je rajoute un truc, de bien prendre soin de ses pensées. Oui. Parce que on le dit en cognitif comportemental, la pensée est première. Et Bouddha le disait aussi 6 siècles avant notre ère, hein, avec nos pensées, nous créons le monde. Si vos pensées sont pourries, vous ne pouvez pas créer une activité formidable. Donc faites attention à vos pensées, faites attention à votre langage aussi. Parce que si on est toujours en train de critiquer, de jalouser, de rabaisser, de cracher, de s'énerver, ça entretient du négatif. Ouais, complètement, on n'est pas dans une bonne dynamique. Et ça, tout ça, ça vient de vos pensées à la base. Donc prenez soin aussi de tout ça, et puis foutez-vous un peu la paix aussi des fois. Oui. On n'est pas obligé de tout faire bien, de tout faire au top. C'est vrai. Pour ceux qui ont été convaincus par cette énergie et qui ont besoin de parler, n'hésitez pas à rejoindre du coup le groupe Bien dans ta boîte de Laura. Tu pourras les accueillir, mes artistes, c'est bon ? Avec grand plaisir. Parfait. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le groupe Facebook Bien dans ta boîte. Merci beaucoup Laura. Merci à toi. Pour cet échange, je mettrai l'intégralité de tes liens en description. C'est gentil. Et puis pour les autres, on se retrouve très vite. Salut! Merci beaucoup, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned. Podcast Justin Tuned. Podcast Justin Tuned. Podcast Justin